Avant la percée de Shein et Temu en Amérique du Nord, j'avais vraiment espoir qu'on soit capable, les détaillants, de réussir à se mettre ensemble puis de parler d'éco-conception, puis de trouver des solutions, puis de parler du cycle de fin de vie de notre produit. T'sais, si on se projette dans le futur, il faut aller là. Si on veut avoir une croissance économique, continuer à s'habiller, continuer à être passionné de la mode, il faut être capable de se dire qu'est-ce qu'on fait avec tous ces vêtements-là qui s'en vont en enfouissement. Puis quand on n'est pas game de les mettre en enfouissement, on les met sur des bateaux puis on les envoie en Afrique ou on les envoie en Amérique centrale. À la conférence Hop le sommet, la compagnie Renaissance disait que juste au Québec, c'était 300 000 tonnes C'est incroyable. de matières textiles qui vont Chaque être année? enlevées chaque année. Allô, Jessica? Allô? Hey, merci d'être là avec moi. En plus que tu pars de loin, on va se le dire, hein, Lac-Saint-Jean. Merci de l'invitation, ça nous fait plaisir. Puis, on vient souvent là, dans les Montréal et les environs, fait que de passer vous voir, c'est tout naturel. Bon, ben Jessica, en fait, Jessica Roussy, Oui. qui est PDG de chez Mode Choc depuis combien de temps? PDG, ça fait moins de 2 ans, mais j'étais à la direction générale quand même quelques années avant ça. Puis, directrice générale adjointe 1 an. Puis sinon, j'étais acheteuse, directrice marketing, après ça, développement des affaires, transformation numérique. Un peu le chemin, tout ton chemin. En 15 ans, c'est ça. 15 ans, fait qu'elle est rentrée en 2010-2011. En 2011, oui. Dans l'entreprise qui est une entreprise familiale. Oui. OK. Moi, j'ai le plaisir de connaître Mode Choc parce que, premièrement, j'en ai un proche de chez moi. Je suis habillée en Mode Choc, juste pour le souligner pour les gens qui nous regardent. Et merci, ça va très bien. Ben, merci bien. Et, mais je suis pas sûre que tout le monde nécessairement connaît. Et nous, avec Produits du Québec, on travaille aussi avec vous parce que vous faites de la conception québécoise. Oui. Mais peux-tu nous parler un peu de l'entreprise rapidement pour les gens qui ne connaissent pas? Avec plaisir. Mode Choc tient ses racines de Aube & Choc. Donc, c'est mes parents qui ont ouvert le premier Aube & Choc dans les années 80 à Dolbeau-Mistassini. Donc, on se trouve au nord du Lac-Saint-Jean. C'est un magasin vraiment d'aubaine pour toute la famille. Si on se ramène à l'époque, les discounters, c'était nouveau dans la population québécoise, surtout dans les régions, parce que c'était difficile de se trouver des vêtements abordables, puis encore moins pour toute la famille. Donc, ils sont arrivés avec des offres très agressives, des petits magasins. 2000 pieds carrés, là, à peu près. Donc, c'était ça à l'époque, puis c'était basé dans les centres-villes. Dans les stratégies d'affaires, c'est là que ça se passait. Si on voulait faire des bonnes affaires, avoir du volume, on devait être dans les centres-villes. Fait qu'ils ont fait leur bout de chemin comme ça, les années 80-90. Puis, c'est dans les années 90 où le premier Mode Choc a ouvert, c'était à Charlesbourg, à Québec. Okay. Fait que c'est là où Mode Choc s'est exporté à l'extérieur de la région pour la première fois. Puis, ça a stagné là pendant un bon moment. C'était Aube & Choc à ce temps? C'était Aube & Choc. Aube & Choc. Puis, ça a stagné à peu près à 6 magasins. Ben, tu sais, je dis stagné, mais tu sais, il y avait beaucoup de changements à travers ça, là, durant toutes les années 90. Puis à l'aube des années 2000, donc moi, j'étais au secondaire, là, à ce moment-là. J'étais aux études, mais je m'en souviens très bien parce que, bon, tous les week-ends, tout le temps des fêtes, le Boxing Day, je veux dire. Tu travaillais là? Je travaillais là. J'étais soit à l'entrepôt, soit à l'essayage, au service client, à la caisse. Puis, on a fait un virage fin à peu près 99, début 2000, vers Mode Choc. OK. À cause de l'arrivée de la compétition. Donc là, Walmart débarquait dans nos régions. Fait que là, ça a été un compétiteur féroce. Puis, quand mon père s'est rendu compte qu'on n'allait plus être le meilleur discounter de la région, ben c'était important de se repositionner. Parce que Walmart allait devenir le meilleur. Puis même Zellers, à l'époque, qui avait quand même un bon succès dans nos régions, commençait à avoir une offre de vêtements assez agressive et intéressante, à se diversifier aussi au niveau de ses fournisseurs. Donc, il fallait réagir. Donc, c'est là qu'ils voulaient conserver le choc pour garder l'identité aussi. Donc, le slogan le slogan promotionnel aussi. Mais ils sont allés vers le mode. Puis, c'est là qu'ils ont négocié avec des fournisseurs chouchous puis plus prestigieuses pour les Québécois qu'on retrouvait dans les boutiques qui vendaient à des prix beaucoup plus élevés que nous. Par exemple, des Point Zéro, tu sais, à l'époque, on avait le Vero Moda, le Buffalo, donc toutes ces marques-là. Donc, aujourd'hui, on a encore une super belle variété. On a intégré différentes aujourd'hui, mais on a gardé encore cette proportion-là de marques qui sont plus prestigieuses, mais qu'on va offrir, peut-être à un meilleur price point ou peut-être des collections exclusives. Donc, il y a toujours un avantage à ce que le client vienne se procurer la marque chez nous versus ailleurs. Puis, fait qu'avant qu'ils approchent ces marques-là, est-ce que c'était exclusivement des marques privées qui étaient vendues, genre vos produits à vous? Non. Non? OK. Ça, on est très, très fiers d'avoir développé nos propres marques parce que c'était pas une ambition prévue. Okay. On a développé nos propres marques au début en mode survie.
parce que un de nos fournisseurs principaux en 2013, qui nous fournissait à peu près 80 de nos styles dans l'enfant, donc les marques préférées de nos clients, qui étaient aussi vendus à nos compétiteurs les plus proches, donc a fait faillite soudainement en 2013. Okay. Et pas longtemps après, c'est notre compétiteur principal qui a racheté le droit de ces marques-là pour pouvoir les produire lui-même et en garder l'exclusivité. Ah! Ben oui, fait que c'était... mais bon, je me mets à la place du compétiteur, puis on est en affaires, il était en moyen de faire quelque chose comme ça. Donc, il a fallu se revirer de bord. Puis, mon père avait déjà commencé l'exploration en important 1 ou 2 styles de boxeurs. Okay. Avec une connaissance à lui, tout ça, qui avait son agence, puis qui allait sur place en Asie dans les usines. Donc, on s'est reviré de bord, puis on a commencé de plus belle. Fait que là, c'est là où on a vraiment monté notre département de création, design, importation. Donc, tranquillement, mais sûrement, on a monté ça avec l'aide de personnes précieuses là, à l'interne. Là. C'est parti du département des achats. Puis, on a commencé ça au bureau d'Alma. Fait qu'on a créé nos marques chouchou aujourd'hui, qu'on adore comme le Vamos. Oui. Le Vamos, c'est notre marque. Tu l'as peut-être remarqué quand tu viens en boutique. Je l'ai très bien remarqué. Nos accessoires d'hiver, très inspirés du plein air, d'une vie active à l'extérieur, tout aussi adapté à la vie urbaine, là, mais c'est beaucoup adapté, inspiré, dans le fond. Mode de vie extérieur. Donc, on est super fort dans les polars, toutes les fleeces, les accessoires, les habits de neige aussi, c'est très technique. C'est important pour nous d'offrir meilleur rapport qualité-prix pour les familles à ce niveau-là. Fait que la marque Vamos, c'est une marque exclusive à nous que nous avons créée, qui est conçue dans nos bureaux à Sainte-Thérèse par notre équipe maintenant. Parce qu'autant que dans les années 2010, on crée au Lac-Saint-Jean maintenant, c'est beaucoup co-créé avec nos gens dans le bureau de Sainte-Thérèse parce qu'il a fallu aller chercher d'autres experts au Québec pour être capable d'agrandir la famille, d'avoir une meilleure, comment je pourrais dire, expertise dans ce domaine-là. Mais là, comme je reçois quand même des gens de ton équipe pour parler de la conception, je me dis, on va pas trop s'élaborer là-dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant. J'aurais plein de questions, mais là, je vais me retenir un peu. Je vais revenir à toi. Oui. Toi, en fait, tes parents ont lancé un peu au Benchcock qui est devenu Modeshop, mais est-ce que tu te destinais à cette carrière-là qui était de prendre la direction ultimement ou c'est arrivé comment dans ta vie? C'est arrivé par défaut. Pas par défaut, mais par, comment je pourrais dire, tu sais, quand les lignes sont un petit peu écrites d'avance. Ouais. Ça reste toujours un choix personnel, mais pour la majorité des releveurs potentiels, quand tu es un descendant d'un fondateur ou d'une lignée comme ça, la réflexion s'impose. T'sais. Dans le sens que c'est une opportunité qui est là, qui est grande. Tu as une pression familiale aussi. Puis chez nous, c'était pas une pression familiale très, très forte, mais c'était quand même un souhait. Le souhait. Je comprends ça. Le souhait, oui. Le souhait de plaire à tes parents, puis de vouloir... mais eux, ils avaient le souhait que ça soit repris par toi. Ils avaient le souhait que ce soit repris parce que sinon, il n'y avait pas d'autres plans. Ouais, là, c'est ça, tu sais, là, au Québec, comme peut-être un peu partout, c'est des enjeux parce que si c'est pas les enfants qui reprennent, bien, on n'a pas de plan. Ou les fondateurs sont comme un peu immortels, sont tellement passionnés, puis c'est tellement identitaire, leur business, que souvent, ça arrive, ils font pas de plan. On était un petit peu dans ce contexte-là, à l'âge adulte. Mais moi, quand j'étais enfant, c'est sûr que j'ai travaillé dans les Open Shock, les Mod Shock, on était là tout le temps. Surtout à l'époque, là, les débuts des années 90, il n'y avait pas de concept de garderie, il n'y avait rien de tout ça. On en a passé du temps à jouer. La loi du travail devait être différente. Très différente. On a passé du temps à jouer dans les entrepôts. J'étiquetais des bas avec des machines. C'était des aiguilles dans le temps. Là. On a fait ça avec ma sœur, vraiment beaucoup. Fait qu'on était dedans depuis toujours, même, les semaines pédagogiques, tout ça. Mes parents venaient justement sur Chabanel rencontrer des fournisseurs. On était là. Ça arrivait, on dessinait, puis on attendait que le rendez-vous se termine. On était trempés là-dedans très jeunes. Puis, moi, rapidement, l'entrée au secondaire, tout ça, j'ai toujours un esprit un petit peu activiste, là. Pour moi, j'étais environnementaliste au fond. Donc, jeune, j'étais déjà, je voulais qu'on recycle au maximum. Toute cette notion-là, c'était super important pour moi. Puis, pour moi, il y avait un dilemme éthique dans le travail, puis la business familiale, puis mes valeurs à moi fondamentales. Puis, j'arrivais pas à concilier ça. J'ai fait mes études en théâtre parce que c'était facile, c'était naturel pour moi. J'étais allée en mise en scène, mais en sachant pas si j'allais travailler là-dedans parce que je suis une amoureuse de ma région. Donc, je savais que je voulais revenir dans ma région aussi. Puis j'ai vraiment eu
c'est un beau privilège, là, de pouvoir aller étudier dans ce que t'aimes, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés. Mes parents étaient comme, si t'aimes ça, on croit en toi, puis tu verras bien où ça va te mener. Fait que j'ai fait mes études théâtrales en mise en scène. J'ai fait du théâtre d'intervention. Tu les as faites dans ta région? Non, je suis allée à Québec. OK. Ouais, fait que c'est ça. Mes études postsecondaires, je les ai toutes faites dans la ville de Québec. Puis après mes études, je suis revenue en région. Puis je suis rentrée au siège social chez Motchuk. Ma mère a dit, regarde, sa soeur prenait sa retraite, là, tu sais, elle assistait beaucoup dans les achats, tout ça. Donc, viens donc, tu sais, aux achats avec nous. Donc, je suis rentrée là. Puis, je suis jamais partie. OK, ils t'ont enchaîné. Un peu, mais je me suis enchaînée toute seule dans le sens que si la relève familiale, c'est quelque chose de tortueux, mais c'est quelque chose comment je pourrais dire, c'est des super beaux défis. C'est clair. C'est des super beaux défis. Puis je me suis trouvée, dans le fond, une fibre entrepreneuriale parce que autant qu'on avait, puis que parfois on a encore des visions qui sont différentes pour toutes sortes de raisons, il y a quand même cet amour-là puis cette confiance-là, tu sais, que tu as avec les membres de ta famille qui sont proches que tu n'auras pas nécessairement avec l'externe. Fait que j'ai eu quand même de la latitude. Okay. Des fois, c'était serré. Tu sais, c'est comme, on ne croit pas au commerce en ligne, mais voici quand même ton tout petit budget pour y arriver, puis vas-y. Tu sais, fait que moi, j'ai eu cette latitude-là. J'ai eu cette opportunité-là où, sur plusieurs projets, on m'a dit, ils ont eu l'audace de me dire oui. Puis, ça a été un cadeau pour moi parce que ça a été un super bon apprentissage, autant que c'était sévère. C'était vraiment pas barre aux peines sur les budgets. On ne croyait pas beaucoup dans mes initiatives. Je sentais qu'on n'y croyait pas, mais à quelque part, on y croyait un peu parce qu'on me permettait. On me donnait de la latitude de pouvoir le faire. J'avais un certain terrain de jeu. Puis c'est là où j'ai pu faire mes preuves. Puis au bout du compte, il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné là-dedans. Mais quand t'es arrivée puis t'es jamais partie, je veux dire, dans ces années-là, t'es-tu arrivée en te disant, ben OK, je sais pas, moi, je vais commencer par le marketing parce que c'est ce qui me... Ou je vais aller en marketing parce que c'est ce qui me tente, ou tu t'as juste été dans un département, puis après ça, une chose en était un autre, puis t'es tombé dedans, comme on dit? Bon, au début, j'avais le souhait de juste être utile. Donc, tu sais, je suis rentrée en approvisionnement, assistante aux achats. Donc, j'ai fait la paperasse, là, tu sais, rentrer les commandes, les données, tout ça. Puis rapidement, ben, j'ai voulu contribuer à améliorer les choses. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai effectivement aussi la latitude de pouvoir choisir mes intérêts puis de dire, bien, là où je vois où on manque le plus grosse opportunité, j'aimerais ça qu'on s'y attaque. Par exemple, en 2011, quand je suis rentrée dans l'entreprise, on avait encore cette image-là. On était mode choc, mais on était encore un jaune doré et vert. Okay. Donc, l'image de nos magasins était très... était très Aubaine Choc. Très Aubaine Choc. Puis, on avait quand même cette empreinte culturelle-là très ancrée dans notre région de Aubaine Choc. Tu sais, les gens disaient encore, on va chez Aubaine Choc. Tu sais. Donc, de faire ce switch-là, tu sais, juste d'avoir à l'interne le débat en disant, là, on va changer notre image de marque, tu sais, puis on va se faire accompagner, puis je vais rencontrer différentes agences. Puis oui, mon budget est minuscule, ridicule. Merci pour ça. Fait qu'on va aller le faire. Ben, c'est vrai, parce que, tu sais, on partait de rien. Ouais. Puis on va aller le faire, puis on va essayer de changer notre image. Fait qu'on a fait la refonte du logo, on a changé nos enseignes, on a fait plusieurs réflexions aussi au niveau de l'image de marque. On s'est enfin doté d'un calendrier marketing qui avait du sens, on pouvait prévoir ce qu'on allait faire. Okay. Aussi, ben, dans le calendrier marketing, aller plus vers un marketing 360 que juste le marketing traditionnel. Ouais. Tu sais, faire retirer les circulaires puis mettre ce budget-là dans du numérique. Donc, ça a été des gros débats. Mais au bout du compte, j'avais quand même la latitude de le faire. Fait que... Puis, mais t'es pas seule, t'es pas enfant unique et ta sœur, elle est aussi dans l'entreprise. Ma sœur est actionnaire dans l'entreprise en ce moment. Est-ce qu'elle est présente à travail? Ou... En ce moment, elle n'est pas dans les opérations, mais elle a contribué fortement pendant plusieurs années. Puis ma sœur, c'est ma grande sœur. Elle est 4 ans mon aînée. Puis elle a l'air plus jeune. Fabuleuse. Là. On la salue. C'est beau, on la salue. Allô, Christelle. Puis elle, tu sais, dans son contexte à elle voulait reprendre l'entreprise familiale dès son jeune âge. Puis, elle a fait des études en commercialisation de la mode au cégep de Sainte-Foy. Elle était plus proche que toi de cette voie-là. Puis, elle l'a tenté. Elle est allée dans sa jeune vingtaine, quand elle a fini sa technique, elle est allée, puis elle a travaillé au bureau de Lévis où on avait des acheteurs qui étaient là parce qu'elle avait fini ses études à Québec, elle voulait demeurer à Québec. Puis, ça n'a pas fonctionné avec la famille.
Puis, je comprends tout à fait pourquoi. C'est comme si Christelle voulait se doter d'un site Internet plus élaboré. C'est elle qui a lancé le premier Mochoc.ca, d'ailleurs. OK. C'est elle qui nous a créé une liste de clients en premier en faisant des concours, web et magasins. C'est elle qui... Mais c'était des combats qui étaient difficiles parce que tu es toujours dans une situation où tu dois débattre. Donc, puis c'est là où ça a été un petit peu plus complexe. Puis je pense que mes parents et ma soeur, tout le monde a appris de ça à l'époque. Fait que quand moi, je suis arrivée, elle avait pavé la voie. Elle avait pavé une certaine voie pour moi. Ouais. Puis après ça, elle a fait sa business à Montréal, tout ça. Donc, ils ont un bar justement dans le quartier des spectacles. Pour vrai? Oui, c'est ça, où il y avait des artistes de la relève, que ce soit jazz, humour, tout ça. Ça s'appelait Bleury Bar à vinyle. Elle a tenu ça pendant 5 ans. OK. Avec son ancien conjoint qui était DJ à l'époque. Puis, ça a quand même eu un beau succès, mais là, ils ont eu un enfant. Puis là, tu sais, la rentabilité dans le mode de vie, tout ça, fait que avait décidé de revenir en région, puis je l'avais convaincue de revenir en entreprise. OK. Fait qu'elle est revenue en entreprise plusieurs années. Puis c'est des années qui ont brassé beaucoup, là. Tu sais, on a eu... On est dans quelle année, mettons, là? 2016, 2017. OK. Puis même moi, tu sais, je pense que là où ça a brassé le plus, 2018-2019, il y a eu un tournant où ce que même moi, là, tu sais, il y avait une question dans le dossier de préparation. Dans le dossier de préparation qui disait que ça a été quoi le plus gros élément de friction, de discordance, là, tu sais, dans l'entreprise familiale. Puis nous, c'était, ben, tu sais, c'est pas le fond de l'affaire, parce que le fond, c'est toujours les émotions, ton rapport à l'autorité, ton ego. Tu sais, c'est toujours ça dans toutes les entreprises familiales. Mais, tu sais, moi, la discussion qui avait le plus frotté, c'était sur notre chaîne logistique. OK. Je me disais, bien, si on veut prendre de l'expansion, on doit améliorer notre chaîne logistique, on doit améliorer l'entrepôt central, on doit tout développer ça, puis il faut le faire intelligemment. Pas que personne, tout le monde est intelligent chez nous, là, mes parents inclus. Je comprends. Mais j'étais comme, nous, c'est probablement une de nos lacunes, notre chaîne logistique. Puis si je veux doubler parce que je voyais énormément de potentiel de la vente en ligne. Puis je voyais aussi beaucoup de pertes potentielles dans l'aménagement de nos entrepôts, dans le fait qu'on ne faisait pas du réapprovisionnement, tu sais, plus automatisé, tout ça. Et je me disais, tu sais, géographiquement, tu sais, il faut voir si on veut centraliser quelque chose, puis est-ce qu'il faut centraliser ou c'est quoi la manière la plus intelligente de travailler ça. Puis là, on avait eu une grosse discordance à ce moment-là avec ma famille. Puis c'est là où moi, j'ai pris une pause professionnelle. Puis là, en 2019. OK. Puis quand ma sœur, là, tu sais, ça brassait beaucoup quand même pour elle. Elle était restée dans l'entreprise, puis tout ça. Fait que ça n'a pas été des années évidentes. Puis la COVID est embarquée tout de suite après. Ce qui n'est pas aidant non plus. Ce qui n'est pas aidant. Moi, quand je suis revenue dans l'entreprise, j'étais enceinte là, comme ça de mon premier enfant, puis c'était pour aider l'équipe à gérer la crise de la COVID. OK. Oui, parce que je travaillais. J'ai pris un petit contrat là, d'à peu près 6 mois là, au centre, le centre de développement, non, le Centre québécois de développement durable. Donc, ils ont un bureau à Alma, mais ils accompagnent des entreprises partout en région, puis au Québec aussi. Fait que j'avais pris un contrat en communication là, puis je sais comment ça correspond à mes valeurs, je vais les aider, je vais faire du développement durable dans les entreprises, tout ça. Puis quand la COVID est tombée, ben là, c'est sûr, mon téléphone a sonné, puis c'est comme, ben là, Jessica, il faut qu'on prenne une décision. Tu sais, est-ce qu'on met 500 employés à pied? Comment on gère ça? Parce que vous aviez 500 employés à l'époque. Exact. Okay. C'est ça. Fait que on s'est restés autour de la table, puis... vous avez trouvé des solutions. On a trouvé des solutions. Puis j'ai travaillé avec les équipes opérations puis RH pour trouver des solutions puis garder le tout opérant là, tout au courant de cette crise-là. C'est-tu à ce moment-là que tu t'es dit que tu allais prendre ultimement la direction ou tu avais eu cette pensée-là avant? Non, c'était à ce moment-là. Parce qu'une fois qu'on a eu passé la crise, bon, j'ai eu mon enfant dans cette pandémie-là à travers cette crise-là aussi. T'as dû accoucher avec un masque là, et tout ça? Non, j'ai été chanceuse parce que j'ai accouché au mois d'août. Fait qu'on était à la fin de la première vague. Puis là, mon conjoint, puis en tout cas ça. Mais ça, j'ai eu peur d'accoucher sans mon conjoint puis avec un masque. Et avec un masque. Ça a très bien été. Puis, tu sais, au Lac-Saint-Jean aussi... comment je dirais, tu sais, en tout cas, l'hôpital où moi j'étais, là, c'était vraiment... ils n'ont jamais refusé le conjoint ou quoi que ce soit. OK, là, ils ont pris des bonnes mesures. Là, il passait son test avant, puis il attendait, puis tout ça, mais tout était super, bien fait à l'époque. Là. Mais, non, ça aurait été quelque chose. Fait que tout ça là-dedans, puis, ben là, tu sais, on a vraiment mis sur pied notre conseil de famille, on s'est fait accompagner pour la relève, puis moi, c'est une condition. C'est comme, si je réembarque, tu sais,
là, on a certains souhaits. Puis le souhait, parce que, tu sais, quand tu veux reprendre une relève familiale, tu peux pas dire, ben là, si dans 2 ans, t'es pas parti, tu sais, ils ont mis leur cœur, ils ont tout mis. Ça va être difficile. Ils ont hypothéqué la maison 4 fois. Peut-être que moi-même, je t'ai hypothéqué, je sais pas, tu sais. Quand j'étais petite, ils ont tout sacrifié, puis on l'a vu de proche, tu sais. Fait que, on avait, tu sais, moi, ma soeur, je pense qu'on a toujours eu beaucoup de gratitude pour ça. Mais en même temps, nous, le risque, c'est comme si tu planifies pas ta relève, puis on fait juste hériter de quelque chose qui n'est pas planifié, ça met tout à risque. Nous, l'entreprise, les employés, fait qu'il faut le planifier. Il faut planifier le rythme. Fait pour ça, la première question à se poser, c'est ben, qu'est-ce que les releveurs souhaitent, mais qu'est-ce que le cédant veut? Est-ce que ça s'est bien fait, ça? Ça a été compliqué. Je vous dirais qu'on a passé 3 firmes d'accompagnement, dont une 3 médiatrice. firmes? Oui, c'est ça. Fait que... Le problème, c'était-tu la firme ou c'était... Oh! C'est partagé. C'est pas facile parce que, tu sais, dans le fond, ce qu'on a fait à cette époque-là, c'est... Moi, j'ai dit, je reviens, mais à condition qu'on se fasse accompagner, que vous suivez tout le processus. Puis au bout du compte, tu sais, je pense que, tu sais, ils l'ont fait pour nous, mais... Tu sais, ils trouvaient ça vraiment challengeant ou difficile de se faire challenger des fois par un externe, par un accompagnateur, tout ça. Donc, des fois, c'est comme, non, moi, j'en veux plus de ces meetings-là. OK. Fait que là, c'est là, à ce moment-là, tu sais, ou en tant que cédant, tu te dis, bon, est-ce que c'est la fin ou est-ce que je reste? Ou est-ce que je reste, mais sur quelles conditions, puis jusqu'où on peut avancer? Fait que, dans le fond, tu sais, dans ces moments-là où tu n'as pas d'autres accompagnateurs, tu n'as pas d'autres moyens, bien, comment tu arrives à être conciliant, puis comment tu peux continuer à discuter dans le désaccord. Fait que là, c'est ça qu'on a tenté de faire. Tu sais, c'est la famille avant tout, donc ça n'a vraiment pas été facile, là. Puis, tu sais, on a tous perdu des plumes là-dedans, mais au bout du compte, je pense qu'on reste une famille extrêmement soudée, puis Ils sont encore dans l'entreprise? Ils sont actionnaires minoritaires en ce moment. Donc, mais actifs? Aucun rôle opérationnel. Aucun rôle opérationnel, non. OK. Mais ils viennent faire leur tour vraiment très souvent au bureau. OK. Ils aiment, tu sais, par exemple, si j'ai un comité d'aménagement pour une nouvelle succursale ou pour des rénovations, c'est sûr que ma mère, elle va être là, puis elle va donner, tu sais, son expérience, tout ça. Fait que c'est vraiment respecté, mais ils n'ont pas de rôle décisionnel du tout maintenant dans l'entreprise. Comment, toi, tu t'es... parce que tu as quand même... oui, t'es tombé dedans, comme on dit, là, clairement, puis, mais tu as fait des études en théâtre qui sont quand même relativement loin, un peu, là, du profil commercial. Puis après ça, comment, toi, tu t'es développé comme personne? C'est-tu par ton réseau? T'es-tu allé chercher d'autres formations? Ou comment tu as fait pour être la gestionnaire que tu es aujourd'hui? Toutes ces réponses. Le réseau m'a vraiment beaucoup aidée parce que mes parents, c'était des personnes très, très fortes qui croyaient beaucoup en leur instinct, en leur méthode, puis qu'il y avait des amis proches, se sont toujours bien entourés, mais de très peu de personnes. Donc, tu sais, on était toujours dans la même vision, là, à ce moment-là. Ouais. Puis, moi, mes études en théâtre, tu sais, c'est des études quand même de mise en scène. Donc, tu sais, au niveau de la production, gérer un budget, faire des miracles avec presque rien, la cohésion, la direction d'acteurs. Tu sais, je l'ai pas fait longtemps parce que c'est des études postsecondaires. Fait que, tu sais, j'ai navigué là-dedans, tu sais, 5 ans, tu sais, si je compte le cégep. Mais à l'intérieur de ça, j'ai tout fait ça. Fait que, tu sais, en lignée, bon, tu sais, là, OK, on a un modèle d'affaires, mais tu sais, quand tu arrives devant un pitch créatif où il faut que tu fasses des créations collectives, ben c'est d'enligner les idées puis les visions de tout le monde vers quelque chose de commun qui va parler à la masse puis qui va, tu sais, être un message qui va rejoindre. Après ça, ben tu as toutes sortes de restrictions de budgétaires, de locaux, d'horaires. Donc, tu sais, je vois beaucoup mon entreprise, c'est des réalités qui sont extrêmement similaires, tu sais. Donc, pour moi, ça a toujours été un outil, premièrement. Puis après ça, ben le réseau, c'est sûr que je suis quelqu'un de super sociable, qui n'a pas beaucoup d'inhibition. Mais moi, d'une salle où il y a plein de monde, je suis comme... tu sais, puis des fois, tu sais, les gens ont certains freins, puis là, c'est à moi d'essayer de comprendre que, cette personne-là est timide, je dois respecter sa bulle. Ça, c'est mon travail. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment naturel. Je vois quelqu'un que j'admire, puis j'ai vraiment juste le goût de, tu sais, naturellement dire « Wow, salut! » Puis tout ça, puis, tu sais, vraiment, souvent, les gens sont super ouverts à partager, puis, tu sais, les gens sont
généralement très, très, très gentils. Fait qu'en me créant des réseaux, j'avais commencé la chambre de commerce locale. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de sollicitations. Tu sais, ça me tirait plus d'énergie que ça m'en Surtout quand donnait. tu es une entreprise versus une entreprise de service. Exact. Très Là, différent. fait que j'étais comme, tu sais, je trouve ça un petit peu difficile. Après ça, j'ai connu le groupement des chefs. OK. Quand j'ai commencé à faire mon développement des affaires, tout ça, puis à plus sérieusement envisager à la relève, ça m'a vraiment aidé. D'être sur une table, tu sais, le concept, c'est que tu es sur des tables d'entrepreneurs qui vivent des réalités semblables à toi. La sollicitation est interdite à l'intérieur de ça, puis c'est de l'entraide, puis une confidentialité mur à mur. Fait que c'est ça la condition de ce groupement-là. Puis ça m'a vraiment beaucoup apporté parce que, tu sais, d'entendre, là, tu sais, c'est comme une, tu sais, sur une table de relève, je pense que c'est comme une grosse thérapie de groupe, là. C'est clair, mais c'est clair. Oui, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma carrière, bien là, notre table évolue, j'ai changé de table aussi. Fait que là, autant le développement des affaires, autant que ce soit, tu sais, pour améliorer ton organisation, tout ça. Fait que beaucoup de richesse aussi à l'intérieur de ce groupe-là. Puis quand j'ai eu ma remise en question, là, depuis 2019, bien, je me suis demandé vraiment ce que j'allais faire. Fait que j'ai pris un cours en coaching de gestion. Je me suis dit, ben tu sais, être propriétaire d'entreprise, c'est un atout essentiel, c'est d'être un bon gestionnaire. Puis, tu sais, je pense que dans les années 2020, d'être un bon gestionnaire, c'est d'être un bon coach. Fait que je me suis intéressée à ça, puis j'étais allée chercher un certificat là-dedans aussi. Ça m'a apporté beaucoup. OK. Ouais. Wow. Et là, quand j'ai eu ma fille la première année, on était bien entamés dans une transformation numérique, puis j'ai toujours eu de l'aisance là-dedans. Tu sais, je suis super curieuse de comment ça fonctionne, les données, bon, le site Internet, le code. Tu sais, je peux pas faire de requête ni rien, mais tu sais, j'étais capable d'avoir cette conversation-là avec les équipes à l'externe, tout ça, mais ça évoluait tellement vite. Puis moi, tu sais, j'ai eu mes 2 enfants en 3 ans que là, je me sentais plus dedans pantoute. Fait que, avec notre directrice numérique de l'époque, on s'est inscrit à l'Université de Boston, au MIT, pour faire un certificat en transformation numérique pour les gestionnaires. Donc, j'ai suivi cette formation-là à distance, puis je suis allée à Boston chercher mon diplôme là, en 2023. Puis ça t'a aidé? Ça m'a aidé beaucoup. OK. Ça m'a vraiment aidé beaucoup. Tu sais, comprendre un petit peu les technologies, tout le virage, des concepts de gestion aussi là-dedans, qui sont quand même assez cruciaux. Puis quand tu parles de transformation numérique, on parle surtout de commerce en ligne ici? Non. Non, parce que le commerce en ligne, en fait, c'est un levier de croissance. OK. C'est un levier de croissance, c'est pas nécessairement un indice de rentabilité non plus, parce que c'est vraiment là le défi, le rendre rentable, ton commerce en ligne. Fait que c'était pas c'était pas, dans le fond, un cours pour nous permettre de gérer une croissance d'affaires qui passe par une technologie numérique, mais c'était vraiment la transformation numérique. Ça se transcende dans tous les aspects de ton organisation. Okay. La gestion des données, la cybersécurité, c'est quoi ça, Bitcoin, comment ça fonctionne, qu'est-ce que, quand, tu sais, dans ton architecture numérique, tu sais, comment, tu sais, quel pont tu crées, quel pont tu crées pas, qu'est-ce qui est une saine gestion des données, tu sais, puis encore là, je peux en parler juste en surface, mais au moins, je peux en parler. Et puis, tu partais de où quand tu as commencé? C'est quand tu parles de transformation numérique, sur un plan de point A au point B, t'es rendu où? Écoute, j'étais peut-être à 2, puis là, je suis peut-être à 6 sur 10. OK. Pour dire. Mais quand même. Ouais, c'est beaucoup, là. C'est quand même une formation de 400 heures. C'était quelque chose. Mais c'était cool parce qu'on avait aussi des cours de gestion de l'innovation. Des cours aussi sur la diversité culturelle, parce que dans la tech, c'est quand même ben, tu sais, puis là, c'est vrai partout, là, mais dans la tech, c'est vraiment une grosse réalité, là. Tu sais, dans le fond, c'est la diversité culturelle dans les multinationales. Fait que j'avais un cours, tu sais, on a fait un cours complet universitaire juste là-dessus. Puis ça, c'est génial, parce que autant que je le vivais sur le terrain, tu as les fournisseurs en Asie quand je vais en Chine ou quand je vais en Inde, ou tu sais, que tu comprends certaines réalités, mais là, ça te donne la science sociale derrière tout ça. C'est clair. C'est super intéressant. J'ai envie de te parler un peu de... Ben, t'es une jeune femme quand même, là. Puis t'as quand même... tu fais ta place en affaires, tu continues de faire ta place en affaires. Considères-tu que c'est plus difficile encore pour une femme de prendre un rôle de PDG dans une entreprise, de le fronter tous les jours, de rencontrer des fournisseurs, peu importe c'est quoi la démarche, là, comment tu te sens dans cette position-là? Moi, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de marches à
à monter encore, tu sais, pour dire qu'on va avoir une équité. Mhm. Puis, tu sais, je parlais de diversité culturelle, tout ça, tu sais, peu importe dans le pays où les personnes qu'on va faire affaire, ça va être très différent, là. Tu sais, comme un endroit comme le Bangladesh, tu sais, de négocier directement avec un fournisseur, Quand c'est t'es pas une toutes les... femme, Ouais, tu quand parles? femmes, tous OK. les fournisseurs qui vont être ouverts ou ces choses-là. Mes équipes vont avoir de la diversité aussi dans ce genre de contexte-là. Mais moi, je me considère extrêmement privilégiée, tu sais, dans le sens que j'ai pas senti, tu sais, outre des micro-agressions, tu sais, un propriétaire, une Ouais, fois sur un OK. litige pour un de mes bails où ce que clairement, nous avions raison parce que c'était à lui de rénover ce qui était structural, tu sais, de me faire dire, ben, tu demanderas à ton papa, fille, comment ça marche, tout OK. ça, tu sais, tu sais, des micro-agressions comme ça que je pense qu'un homme pourrait avoir à d'autres niveaux, tu sais, parce que ça arrive, ces choses-là, quand tu es en affaires. J'ai vraiment été privilégiée. J'ai pas senti que j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. Au OK. contraire, tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de support, mais ça, c'est personnel à moi. Parce que, tu sais, de l'adversité, je pense que, tu sais, on en voit dans le marché, on en voit au niveau de mes employés, on en voit, tu sais, puis je pense que, tu sais, juste au niveau de l'équité salariale, juste au niveau, on le voit aussi de la parité, tu sais, sur certains conseils, tout ça. Mais nous, à l'interne, chez Mochoc, tu sais, on pourrait rester un peu naïf par rapport à ça parce que on a toujours été principalement des femmes. Tu sais, c'était mon père, le fondateur, puis tu sais, puis c'est lui qui menait le show, mais moi, tous mes gestionnaires de magasins, jusqu'à récemment, là, c'était presque tous des femmes. Aujourd'hui, tu sais, mon conseil d'administration, tu sais, mon père a une part minoritaire, mais nous sommes tous des femmes. On travaille, j'ai beaucoup de partenaires de fournisseurs, ce sont des femmes. Même c'est le fun parce que, tu sais, là, il y a différents programmes qui t'amènent à rencontrer aussi des partenaires, que ce soit en Chine, on fait du démarchage au Vietnam, tout ça, que ce sont des femmes qui sont propriétaires des usines. Fait que, tu sais, moi, je me Ça change. sens... ça change, ça change. Fait que, tu sais, si je me fiais juste à mon expérience personnelle, je pourrais vous dire, je considère que je l'ai vraiment eu facile, puis que je sens pas d'animosité. Au contraire, je sens un accueil grand comme ça. Mais je pense qu'on a encore du chemin à faire sociétalement. Puis disons, ça, c'est la question de femme, mais disons, l'exemple que tu viens de me donner sur l'exemple de microagression, tu m'as dit, c'était quand même un exemple par rapport à ton statut de fille Oui, de. c'est ça, ça aurait pu arriver si j'avais été un jeune homme. Mais t'en as-tu encore de ça? Parce que t'as pas hérité, t'as fait ta place, mais Oui. t'es Puis c'est un grand ça. privilège, tu Ouais. sais, sortir d'un bac en théâtre puis être PDG là, tu sais, d'une C'est le plus entreprise rare. qu'aujourd'hui, ben ça serait une très belle histoire, mais c'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment basé sur le privilège, puis je suis vraiment reconnaissante de ça. Fait que c'est comment t'en tires le meilleur, tu sais, puis comment tu prends ce privilège-là, puis t'essaies de rapporter une coche de plus parce que Tu te sens pas imposteur. parce que j'ai l'espace pour ça. Ça m'est arrivé. Mais maintenant, Non. non. Non, je me sens pas imposteur. Mais je reconnais à 100 ce Oui, privilège. mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. OK. C'est ça. Puis là, t'es allé, si je me trompe pas, vous avez ajouté des actionnaires dans l'entreprise qui étaient des employés chez vous. Oui. Peux-tu me parler de ça? Oui. Pour moi, c'est important parce que, tu sais, maintenant que j'étais la seule membre de la famille qui était très impliquée dans les opérations, tu sais, qui était à la direction générale, c'était important pour nous dans une vision de pérennité. Parce que OK. nous, on a un plan de développement durable. Puis la gouvernance fait aussi partie de ça. Là. Tu sais, il y a plusieurs points de rentrer dans des pratiques durables pour une entreprise, puis une saine gouvernance en fait partie. Ben, moi, d'avoir un modèle où ce qu'on a des employés actionnaires qui vont avoir un impact, de pouvoir les engager avec nous, ben ça nous sécurise. Tu sais, il m'arriverait quoi que ce soit. Tu sais, on aurait des gens qui auraient le cœur à l'entreprise, qui pourraient la faire rouler parce que c'est aussi la leur. Donc ça, pour moi, c'est une vision qui était vraiment importante. Puis même si aujourd'hui, j'ai la majorité des actions de l'entreprise, on a quand même dans notre convention d'actionnaires des prises de décision qui fait que ça prend plus que la moitié là, des votes là, pour pouvoir prendre des décisions. Je ne peux pas prendre les décisions seule quand même. Donc, d'avoir une gouvernance qui est plus inclusive, qui est plus représentative de ce que les employés veulent, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Puis j'ai eu vraiment l'ouverture de la famille aussi pour le faire parce que c'est pour la pérennité de Mochoc au bout du compte. Puis comment tu as identifié tes partenaires d'affaires? On a identifié nos partenaires d'affaires, bien, premièrement, un profil entrepreneur. Donc, c'est des gens qui sont capables, qu'on pense, puis on n'est pas mal sûr, là. Tu sais, on a travaillé ça avec eux, qui sont capables d'engraisser. Quand tu es entrepreneur, tu encaisses des gros coups. Ouais. Qui est capable d'avoir un feedback direct. Tu sais, quand c'est pas facile, mais qui est capable de le prendre.
tu sais. Des gens qui ont un sentiment d'appartenance inébranlable. Ben, tu sais, notre sentiment d'appartenance est toujours ébranlable parce que même moi, je suis partie à une certaine époque, tu sais, ça. Mais c'est d'autant plus important pour une entreprise d'avoir plusieurs personnes, tu sais, à sa tête dirigeante qui peuvent s'assurer de sa pérennité parce qu'il y a des employés, là, qui comptent là-dessus. Il y a des réseaux de fournisseurs qui comptent là-dessus. Donc, c'est important que l'entreprise, cette entité-là, cette personne morale-là, mais qu'on soit toute une équipe avec des têtes différentes pour pouvoir en prendre soin, tu sais, puis la faire fleurir. Fait qu'on les a sélectionnés de cette manière-là. Puis, c'est une personne, c'est quel profil, disons? C'est des personnes qui ont des expertises aussi. Fait que là, c'est notre directrice, c'est notre VP Finance, OK. puis ma VP Approvisionnement. OK. Ma VP Finance, elle est rentrée chez nous avec son expertise, puis déjà, tu sais, avec ce poste-là de haut niveau chez nous, on est allé la chercher pour ça. C'est quelqu'un, tu sais, une master en finance qui est comptable également. Donc, on est super heureux de ça. Puis ça a été un match naturel, puis c'est déjà comme une membre de notre famille. Fait que ça, on est en très grande confiance. Ouais. Puis sinon, notre personne, ma VP Approvisionnement que tu vas rencontrer la semaine prochaine, elle aussi, fait partie de ça, puis elle a monté les échelons. OK. Donc, tu sais, Elle fait comme toi, finalement. Non, vraiment, comme mon père. Parce que moi, je suis partie du privilège, mais elle a vraiment monté les échelons. OK. Puis, c'est quelqu'un qui, à la fois, un grand cœur, mais elle va avoir le couteau dans les dents. OK. Pour le modèle d'affaires, puis c'est une passionnée de l'approvisionnement. Donc, on est vraiment aussi, on s'est assuré d'avoir ces expertises-là sur le board. OK. Pour l'instant. OK. Tu m'as parlé, il y a comme 2 avenues que je veux prendre dans le dernier 5 mois. Je vais faire les 2. Hein? Le premier, tu as parlé quand on est entrepreneur, on encaisse des gros coûts. Oui. Puis cette proportion-là, pour toi, c'est quoi un gros coût? C'est quoi un gros coût? Ouais. Ben mon Dieu, tu sais, puis moi, encore une fois, je suis très privilégiée, tu sais, parce que même si on ferme 1 ou 2 magasins, je vais vivre ma vie, puis j'aurai probablement pas à vendre ma maison. Mais un gros coup, c'est quand par exemple, tu sais, on avait un nouveau concept de magasin qu'on a ouvert, dans lequel on a investi beaucoup, qu'on croyait, qui était les concepts déco, puis on l'a fermé quelques années plus tard. Donc, OK. tu sais, puis c'est ça, là, on te le ramène tout le temps. T'sais. OK. Fait que c'est un échec professionnel quand même assez important, on va te le ramener. C'est des fois dans des décisions qu'on a prises qui ont eu des impacts sur les équipes. Tu sais, des fois, on prend des décisions sur le virage numérique ou des enlignements. On veut une vision sur l'approvisionnement, par exemple. Donc, tu sais, des affaires qu'on se dit, bien, la vision, c'est de défaire les silos, de créer des super teams, tout ça. Tu peux avoir des employés que tu adores, mais qui ne sont pas capables de tolérer ce changement-là. Ou tu te dis, on n'a pas réussi, ou j'ai pas amené assez bien ce changement-là, puis là, tu as du roulement. Tu encaisses des coûts parce que tu peux avoir des départs, tu peux avoir des lots de départ aussi, tu sais. Des gens, puis ça te brise le cœur un peu parce que, tu sais, ton entreprise, c'est un peu la famille que tu as choisie des fois. Ça, c'est des gros coups. Puis il y en a qui survivent pas à ça. Parce que ça brise le cœur. Tu sais. Ça brise le cœur, c'est formateur en même temps. Très formateur. C'est ce qui te fait ultimement avancer. Oui. L'autre avenue que je voulais... Parce que tu as parlé de plan de développement durable. Oui. Puis je veux savoir la place que ça prend chez Modja. Quand tu dis plan de développement durable, c'est à quel niveau ça transcende dans l'entreprise? C'est vraiment une question que nous, on s'est vraiment posée. C'est comme... Puis pour moi, tu sais, au début, je te disais, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je savais pas comment je pourrais concilier une entreprise comme ça, qui est une grosse partie du problème, tu sais, de surconsommation aujourd'hui. Ouais. Puis qui, en même temps, tu sais, va venir concilier mes valeurs à moi, ou ce que mon souhait le plus profond, dans le fond, là. Tu sais, quand j'étais petite fille, moi, je voulais sauver le monde. Ben oui. Fait que qu'est-ce que... proche? J'y arriverai jamais. C'est fou, il faut revoir ses ambitions. Mais comment tu concilies les deux? Parce qu'on veut tous se lever le matin avec l'impression qu'on est utile puis qu'on est valide. Puis quand on prend des décisions, quand on porte des actions qui sont pas en ligne avec nos valeurs, ben on se démobilise intérieurement. Tu sais, peu importe l'histoire qu'on se raconte. Fait que c'est important de se dire de manière consciente quelle action je peux poser aujourd'hui puis quelle action je vais poser demain qui vont venir concilier ça puis qui vont être utiles à la fois. Fait que ça, c'est une question que je me suis posée, puis que d'autres personnes, parce que si moi, je me pose cette question-là, bien, je suis pas toute seule, là, on le voit aux nouvelles, là, ça brasse. C'est clair. Il y a des choses à faire. Fait que, en toute conscience, on avait monté un comité vert, puis à l'interne, fait que là, bon, tu sais, premièrement, tu sais, par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, tout ça. Donc, il y a les mesures de recyclage, réutilisation, diminution du gaspillage, ces choses-là. Puis, on s'est fait accompagner aussi par le Conseil québécois
de développement durable. Développement durable, Ouais. excuse. Pour justement dire, mais comment on fait ça, un plan de développement durable d'une entreprise comme la nôtre? Fait qu'on est passé en faisant un gros diagnostic. Fait qu'on est passé par le processus avec le comité de 12 personnes à l'époque, puis on avait commencé en 2018-2019, il y a eu la COVID. Il a fallu qu'on mette ça sur pause pendant un an. Fait qu'on avait fait notre diagnostic en 2019, puis quand on allait l'implanter dans l'entreprise, la COVID est tombée. Fait que tout a arrêté. Tu veux dire, nous, là, on était comme en mode 100% survie opérationnelle. Fait que tous les comités d'innovation, de développement, tout ça, ont tous dormi jusqu'à 2022. Quand même. Ben, c'est parce que ou ferme, tu sais, on a fait ça jusqu'à la fin 2021, là. C'est vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Fait que, ou ferme, 100% web, qu'est-ce que tu fais avec ton stock, comment tu sauves ton année financière à travers de ça? Fait que, puis on s'est concentré 100% là-dessus, puis on a sauvé nos années financières, on y a réussi. Mais quand même, tu sais. Fait que, puis là, en 2022, on est revenu. Fait que là, le diagnostic était fait, on avait tout ça. Tu l'as changé, ton diagnostic, avec la COVID? Ben dans le fond, tu sais, c'est que tu le refais. Tu sais, c'est comme une démarche. Nous autres, on a fait la démarche BNQ 21000. Là. OK. Oui, c'est ça. Je pourrais pas commenter. Je peux pas. Fait que, puis on l'a pas fait nous-mêmes. On s'est fait accompagner par des éco-conseillers vraiment top. Là. C'était long, c'est longue haleine. C'est une belle expérience. OK. Puis là, on reprend ça. Fait que là, dans le fond, moi, mon adjointe à la direction, c'est elle qui mène le comité. C'est-à-dire que là, le comité, on se rencontre aux X semaines, on regarde les objectifs, les évolutions. On souligne les bonnes notes, de communiquer aussi les innovations qui ont été faites dans l'entreprise. C'est super important de reprendre les feedbacks aussi. Parce que, tu sais, le développement durable, c'est, oui, l'aspect écologique, environnemental, mais c'est, bon, la transparence dans ta gouvernance, c'est l'équité, la parité homme-femme, c'est le filet social, c'est beaucoup de choses. Mm-hmm. L'ONU a en fait 17 facteurs. Nous autres, on en a choisi 6-7, puis là, on a des priorités à l'intérieur de ça. Là. OK. Mais on a 4 grands axes sur lesquels on travaille. Fait que là, point par point, on avance, puis ça fait partie de nos objectifs puis nos résultats clés qu'on va venir intégrer. On n'est pas encore top. Tu sais, tantôt, tu me posais la question. Tu sais, dans vos fournisseurs, c'est-tu un critère de base? Ben non, c'est pas un critère de base parce que, tu sais, la pérennité de l'entreprise, elle est primordiale. Fait qu'on a nos règles d'affaires, nos règles de volume. Mais quand on identifie une collection, tu sais, ou un item, bon, quelle certification il a, c'est quoi la traçabilité, tout ça, on essaie d'augmenter ce pourcentage-là. Puis une prochaine étape, dans une prochaine année financière, ça va dire, bon, ben là, on a le pourcentage de ce qu'on a ça, tu sais, qui est de meilleur choix. OK. Parce que ce serait faux de dire que d'acheter quelque chose de nouveau est 100% écologique. Ça, il faut revoir ça. Fait que là, ça fait partie de nos plans, par exemple. Revoir le logo écolo, tu sais, qui est important pour mon père quand on avait trouvé notre contact, notre usine dédiée de coton biologique, tout ça. Parce que tu as une gamme de vêtements écolo. On a une gamme de vêtements qu'on nomme écolo. OK. Mais au bout du compte, qu'est-ce que c'est? C'est de meilleurs choix. Travailler sur la circularité. Tu sais, par exemple, nos invendus, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des associations avec les friperies locales. On travaille avec Renaissance, en gros. Puis on offre nos invendus cette chance-là, d'aller là. Même si on se dit c'est pignon sur rue, mais on se dit, mais non, mais ça ne fera pas compétition. T'sais, moi, je m'en ai la nouveauté. Puis là, on essaie d'intégrer cette notion-là de circularité. Tantôt, tu as parlé un peu de ce qui était à l'origine de la transformation d'Obenshot vers Modshop. Tu as parlé de Walmart, tu as parlé de grands joueurs. Puis, ben, le commerce de détail continue de se transformer. Est-ce que votre positionnement, c'est un commerce de proximité? Parce que vous êtes plus petit, mais vous n'êtes pas petit non plus. Oui. Fait que c'est quoi votre positionnement exactement à travers tout ça? Notre positionnement, c'est sûr, un commerce de proximité pour les familles. Tu sais, je pense que quand on s'est établi en région, tu sais, on est proche des quartiers puis on est proche de notre clientèle, mais on le voit aussi qu'on a à fort potentiel d'être un magasin de destination. Parce que, tu sais, je prends un exemple de Lévis. Bien là, tu sais, quand tu regardais les codes postaux, que j'avais des gens du Nouveau-Brunswick qui descendaient pour magasiner à mon magasin de Lévis. Wow. Fait que, tu sais, puis il y a un volume assez intéressant que le jour où l'opportunité est arrivée pour qu'on ouvre à Moncton, bien là, le deal était excellent par rapport au loyer et au local, mais on l'a fait. Vous avez le code postaux des gens? Bien, on a les données de la clientèle, oui. OK. Il faut la garder confidentielle, on la protège selon la loi 25. OK. Mais on va avoir de ceux qui acceptent de nous le donner. Oui, effectivement. Mais la majorité, pour avoir leur compte client, tout ça, absolument. Ah oui, fait que, mais c'est super gratifiant, ça, d'être un magasin de destination comme ça. C'est vraiment gratifiant, puis on voit l'impact qu'on réussit à avoir, tu sais, fait que on y croit beaucoup. OK. Puis est-ce que dans ce commerce de proximité et de destination, si je peux me permettre, est-ce que
comment qu'on tire son épingle du jeu aujourd'hui en 2025? Dans le sens, est-ce que c'est par la relation? Est-ce que c'est par l'offre? Est-ce que c'est par un mix de tout ça? Est-ce que parce que les gens changent, les consommateurs changent? L'offre, c'est super important, le prix. OK. En ce moment, puis ça, on a des... Tu sais, dans le temps, on a des variations. Tu sais, ça fait 15 ans que je suis là, mais je suis chanceuse. Tu sais, j'ai fait des petits creux puis des petits hops, là, tu sais. OK. Déjà, dans l'économie, là, tu sais, tu sais, on était un petit creux, puis là, on espère tous, là, vous avez vu peut-être l'article sur la première neige dans la presse ce matin, que là, on se sent tous sur un petit hop, là, puis on a hâte que ça recommence, tout le monde. Fait que, tu sais, mais dans nos sondages qu'on fait à la clientèle, quand on réanalyse nos segmentations, tout ça, on le voit clairement, le rapport qualité-prix, c'est le super important. La variété, pour nous, notre clientèle, ça vient en deuxième. Puis dans la variété, l'offre de marque aussi. C'est comme tu sais, en tant que consommateur, on veut le beurre, puis un peu de beurre. Fait que, donc, d'avoir ce mix-là pour nous, ça nous a vraiment aidés. Tu sais, nos partenaires, les belles marques que c'est pas nous qui développons nécessairement, mais qui sont adorées des Québécois, mais on en a beaucoup en boutique, ça les attire. Puis nos marques à nous sont des belles découvertes, des belles bases, le meilleur rapport qualité-prix. On essaie de travailler vraiment fort là-dessus. Puis la qualité, ça sera toujours à retravailler parce que c'est tout en finesse. Puis surtout durant la période pandémique, on n'était pas en possibilité d'aller visiter nécessairement nos fournisseurs, tout ça. Des fois, il y a certains rattrapages, mais tu sais, on travaille fort sur ces deux axes-là parce que tu le vois que ça ressort là-dedans. Puis l'expérience client, ça aussi, c'est super important. Fluide, sans pression, efficace. Puis ça, sur l'efficacité, beaucoup de travail à faire. Autant au niveau de l'affichage, du circuit client, tout ça. Mais tu sais, on a, à quelque part, nous, puis c'est peut-être vrai pour la plupart des entrepreneurs, là, mais nous, on se trouve toujours tellement loin de notre objectif. Puis on se trouve toujours qu'on a tellement des croûtes à manger, tout ça. Puis fait que quand on est sorti, meilleure expérience client de grande surface dans le sondage Walmart Marketing 2025, on capotait. Mais quand tu dis que vous êtes loin de votre objectif, c'est quoi vos métriques pour dire que vous êtes loin? Bien, en fait, c'est ça qui arrive, tu sais, parce que les métriques sont importantes. Parce que si tu te bases aux métriques, on est vraiment bon, tu sais. Ben oui. par rapport à la perception puis au vécu de la clientèle, quand tu regardes ces sondages-là, quand tu regardes ces métriques-là, mais c'est par rapport à nos standards à nous, tu sais. On fait des meetings, les opérations, le marketing, on est comme telle affaire, puis là, on regarde tel modèle, on regarde tel joueur, puis puis là, on veut faire telle affaire, puis on voudrait vivre telle expérience, fait que... Ben c'est bon de se comparer vers ce qui nous inspire. Mais là, tu as parlé de prix, puis ça m'ouvre la porte grande ouverte pour parler d'un phénomène sur lequel même tu as commenté, là, moi, je t'ai vu dans les médias commenter, prendre position par rapport à des Temu, des Shein, je sais plus comment le dire. Fait que bref, des plateformes chinoises qui vendent en ligne des produits très peu chers. Ouais. Et je pense de moins bonne qualité, si je comprends bien. Fait que je comprends aussi que ça l'affecte aussi les détaillants québécois. Fait que comment ça vous affecte? Ça serait ma première question. Ça affecte plus qu'on l'aurait pensé. Parce que, puis moi, je l'ai été, le contexte économique était plus difficile. Là, quand tu regardes les sondages sur la consommation des Québécois, tu dis, les Québécois ont quand même acheté des vêtements. Puis là, la parité, tu sais, de l'achat en ligne est plus grande, mais c'est pas chez nous, c'est pas chez mes compétiteurs locaux, tu sais, québécois, certainement. Fait que là, on avait une grosse indice là, puis, tu sais, moi, je suis proche de mes magasins, puis tu sais, des conversations dans les salles à dîner, de c'est bien beau ce que tu portes, les prix sur Shein, j'en ai eu pour neuf, tout ça, nos propres employés, malgré notre rabais employés, tu sais, qu'on conserve généreux, puis nos bas prix d'avance, puis nos prix promo, tu sais, nos propres employés de plancher vont s'habiller en Shein puis en Temu, puis je ne peux pas leur en vouloir. En ce moment, tu sais, les 2 dernières années, là, l'inflation, l'insécurité alimentaire même, là, tu sais, quand tu regardes tout ce qui s'est passé dans les épiceries, l'accès au logement, tu sais, mais... Là, c'est là où on se pose la question. Puis aussi, quand on échange avec nos fournisseurs. Tu sais, on se rend en Asie où ils viennent nous rendre visite, où on échange avec eux. Il y a eu ce shift-là, ce changement-là, principalement en Chine, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, où beaucoup d'usines se sont mis à être dédiées à Chine. Puis, on s'est mis à avoir beaucoup de conversations avec nos fournisseurs sur les méthodes de travail qu'eux vont appliquer, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment ils font. Fait que ça a révolutionné puis ça a changé aussi la méthode de travail de plusieurs fournisseurs. Mais il faut faire attention parce que dans ce développement rapide-là, ben, tu sais, là, au niveau de la qualité, ça va plus, au niveau des conditions. Puis là, c'est difficile. Puis ça, c'est une affirmation qui est dure à dire que
100% des produits de Shein viennent d'usines non conformes, avec des méthodes de travail odieuses ou tout ça. Ça peut pas être 100% parce qu'ils ont un énorme réseau d'usines dans lequel il y en a qui vont avoir des bons standards, puis il y en a d'autres dans lesquels il n'y en aura pas des bons. C'est qu'il n'y a pas ce souci-là nécessairement. C'est ça, c'est pas un critère pour eux. Non, c'est ça. Puis le critère rendu là, tu sais, quand, bon, là, on est en pleine guerre tarifaire, ça a un impact sur la Chine, ça a un impact sur leur approvisionnement, tu sais, les Américains, tu sais, qui ont coupé des commandes, tout ça. Chine, c'est vraiment un excellent client à l'interne pour ces usines-là. Donc, ils vont peut-être adopter les méthodes, ils vont peut-être, tu sais, donc, ça bouleverse bien au-delà de notre compétition. Ça bouleverse, tu sais, toute la méthode de travail qui se passe chez nos fournisseurs outre-mer. Donc, ça, c'est à surveiller. Tu sais, même par rapport au lot de tissus qui vont être disponibles, les tissus qui vont être développés pour eux, puis qu'on va acheter une balance sans le savoir, que t'es comme, oups, voyons. Tu peux pas le savoir, là. Ben, c'est très difficile à tracer au volume que l'on fait. Fait qu'il faut rester super vigilant. Fait que là, bon, là, tu sais, faut comme réagir vite, d'avoir des nouveaux mécanismes, puis d'avoir un bon partenariat avec nos partenaires à nous. Je travaille avec un partenaire qui ne travaille pas pour Chine, ben t'es confiant, tu sais, ma traçabilité va demeurer bonne, mais t'es un petit peu en retard, tu sais, sur la nouveauté, sur la chaîne de livraison, sur le prix offert. Donc, ça complexifie notre business par rapport à ça. On réussit à bien s'en sortir parce que quand on a des marques connues, que notre clientèle sont extrêmement fidèles, tu sais, par exemple, tu sais, ma clientèle fidèle à ma marque Vamos, écoute, ils vont revenir, là, tu sais, tant aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Tu sais, l'offre de diversité, on s'en sort super bien, mais au niveau du prix, là, quand vient le temps d'avoir une base ou un client qui va se laisser prendre par un jeu, par un rabais surprise, par des publicités incessantes, bien là, tu sais, on a vraiment des pratiques déloyales, des copies conformes. Nous, on n'en a pas identifié, là. Quand tu dis copie conforme, c'est-à-dire qu'il y a un vêtement qui est pareil, qui est fait par une des plateformes, disons. Exactement. Tu sais, fait que dans le fond, l'intelligence artificielle, tu sais, ce qu'un Shein va faire, c'est qu'il va, tu sais, il va scroller l'entièreté du web, il va copier des modèles avec une image d'intelligence artificielle d'un morceau qui n'est pas encore conçu, qui n'est pas encore produit. Puis là, plus on a une mise au panier ou plus on a de vues de ce produit-là, bien là, ils vont le mettre en production. Fait que là, à l'intérieur à l'intérieur d'une quinzaine de jours, il va être produit puis livré à la clientèle. Puis c'est ces statistiques-là de prévision de vente qui vont leur donner le push pour produire ou pas. Donc, on est dans l'instantanéité. Donc, on produit des images virtuelles de soit créées avec l'intelligence artificielle ou carrément copiées. Puis, tu sais, on l'a vu, tu sais, il y a des Québécois qui ont sorti, voici, mon modèle a été copié. Tu sais, moi, j'ai payé. J'ai une designer, TechOfit, j'ai une graphiste qui a fait leur screen, tu sais, tout ça. Tu sais, puis on a fait des échantillons back and forth pour avoir un beau produit, puis ça a été copié, tu sais. OK. Fait que ça, c'est tough aussi. Fait que, tu sais, de manière déloyale, puis je pense que, tu sais, moi, j'avais vraiment espoir, tu sais, avant l'arrivée, avant la percée de Shein et Temu en Amérique du Nord, j'avais vraiment espoir qu'on soit capable, les détaillants, de réussir à se mettre ensemble puis de parler d'éco-conception, puis de trouver des solutions, puis de parler du cycle de fin de vie de notre produit. Parce que, tu sais, si on se projette dans le futur, il faut aller là. Si on veut avoir une croissance économique, continuer à s'habiller, continuer à être passionné de la mode, il faut être capable de se dire... Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces vêtements-là qui s'en vont en enfouissement? Puis quand on n'est pas game de les mettre en enfouissement, on les met sur des bateaux puis on les envoie en Afrique ou on les envoie en Amérique centrale. Puis ça pollue j'ai pas le poids, mais c'est extrêmement polluant. Là. C'est vraiment polluant. Tu sais, à la conférence Hop le sommet, je pense que tu sais, la compagnie Renaissance disait que juste au Québec, c'était 300 000 tonnes c'est incroyable. De matières textiles qui vont être enfouies chaque année. Puis eux, ils réussissent à en détourner avec leur programme puis leur vente de seconde main à peu près 30 000 tonnes. Puis une chance que des entreprises d'économie sociale comme eux sont en grande croissance parce que ça nous offre une solution qui est plus prometteur. Puis là, il y a de la recherche et développement. Puis là, on sent que Recycle Québec est en train d'essayer de pousser quelque chose. Puis, tu sais, on met beaucoup de pression, on s'inspire de la France, puis on essaye d'aller de l'avant pour empêcher, tu sais, pour réussir à rattraper ce problème-là. Mais le plus gros problème, c'est que là, c'est, tu sais, tout ce qui se retrouve dans nos RMR, dans nos sites d'enfouissement, tout ce qui pollue l'air et l'eau, parce que, tu sais, on a le microplastique aussi. Mais là, c'est des produits qui sont faits rapidement, puis les Québécois n'ont jamais autant consommé de vêtements. Puis c'est pas de produits québécois, tu sais, c'est pas des choses produites, tu sais, au Québec. C'est vraiment des choses qui sont produites ailleurs, dans une qualité moindre, puis on jette. Tu sais, c'est le porter-jeter, en fait, qui n'a jamais été autant aussi facile, puis on peut même en créer une dépendance de la manière dont c'est fait. Ouais. Fait que là, c'est un gros problème. C'est un gros problème qui
c'est un problème sociétal, là, tu sais, qui dépasse l'économie ou la business même. Puis, on pourrait trouver des solutions si on se mettait vraiment ensemble. Puis quand tu dis si on se mettait là ensemble, tu parlais des commerces ensemble, mais je pense que vous avez aussi, il y a une lettre qui a été émise à l'attention du gouvernement fédéral, je pense. Oui. Puis qu'est-ce qu'on demande au juste au gouvernement fédéral par rapport à Témiscaming? Bien, on demande de légiférer. Fait que, tu sais, il y aurait différentes manières, mais dans les propositions, si je me souviens bien, puis je vais pas mettre le pied dans la bouche, ça fait quand même longtemps qu'on a sorti cette lettre-là, on avait légiféré au niveau des lois sur la fast fashion. Première chose. Okay. L'idée d'imposer un bonus-malus sur les paquets individuels. Parce que quand tu regardes une chaîne logistique comme ça, là, c'est extrêmement coûteux, puis l'impact carbone, dans le fond, l'indice carbone sur une seule unique robe que tu vas faire venir de Chine directement par avion est énorme comparé à mon lot que moi, je vais avoir fait produire, tu sais, tranquillement, pas à pas, que je vais faire venir dans un gros container, tu sais, par bateau, puis que je vais transiger en train à mon nouveau port, puis après ça, je vais distribuer des grosses quantités dans mes succursales ou à mon entrepôt central pour te le vendre en ligne. Puis, on te le fait parvenir chez toi via un camion électrique, une compagnie super cool comme Nationex, par exemple. Oui. Donc, l'impact carbone, tu sais, l'indice carbone de ce produit-là est très différent. Fait que là, c'est sans fin, là, tout ça. Fait que le bonus-malus nous permettrait de, à la fois dissuader un petit peu le consommateur de l'acheter, puis l'idée, c'est pas de le punir, parce que je pense qu'il n'y a pas un détaillant québécois qui n'a pas d'empathie envers sa clientèle. Pour le consommateur. On comprend à 100 %. Mais à quelque part, il faut faire attention de ne pas se tirer dans le pied en tant que société. Fait que dans le fond, le malus, c'est ça. Tu sais, on impose ce montant-là symbolique sur l'importation qu'on est capable de prélever. Puis l'État pourrait redistribuer et refinancer dans la recherche et développement sur recycler, revaloriser le textile, nos chaînes circulaires, puis d'aider les entreprises à prendre ce tournant-là aussi. Puis c'est quoi la réponse qu'on a? Là-dessus? Un intérêt? On a eu des intérêts de certains partis, mais je vous dirais qu'à la première sortie, là, ça a été un silence notoire avec le gouvernement provincial qui, évidemment, qui dit que c'est au fédéral. Ah oui. Puis, non, il n'y a pas beaucoup de la France a été actif là-dessus, je pense. Ben oui. C'est pas facile, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils en parlent. Là, ils mettent les lois. Là, finalement, la loi est retardée. Là, un pignon sur rue ouvre. Là, finalement, je pense qu'ils ont interdit l'ouverture d'une boutique, je pense. C'est exactement. Ça, c'est une bonne avancée. Puis, mais c'est des gros débats que nos politiciens ont à avoir. C'est parce que le libéralisme en commerce, on se dit, mon Dieu, imagine qu'un détaillant québécois n'est pas capable d'ouvrir en Chine, puis il voudrait faire un développement d'affaires international, on peut le comprendre, mais il faut qu'on trouve des solutions. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'asseoir, de revoir ça, puis de vraiment, là, on en a de la donnée. Tu en as de la donnée sur les déchets textiles, tu en as de la donnée sur la consommation québécoise. On voit le problème, là. Fait qu'est-ce qu'on peut faire de manière réalistement, puis il y en a des pistes de solutions, c'est sûr et certain. Tu penses-tu que parce que tantôt, tu parlais de l'exemple de tes employés, puis ça pourrait être n'importe quel exemple, il y a beaucoup de gens qui consomment sur ces plateformes-là, puis est-ce que tu penses que les gens consomment en toute connaissance de cause? Parce que ce que tu parlais, on peut pas assumer que tous les produits sont mauvais, je comprends, mais ça l'incite à la surconsommation, donc on consomme plus. Plus. Est-ce que tu penses que les gens se posent cette question-là? Oui et non. Je pense que ça dépend. Je trouve qu'on a une grande segmentation de consommation de l'information où aujourd'hui, les médias de masse ou les médias d'État sont pas très écoutés ou sont écoutés chez un segment qui était quand même assez précis. Puis j'ai vraiment l'impression que quand je parle à mes employés, à des employés différents, c'est très différent. Leur source d'information est très différente. Certains, c'est TikTok, d'autres, c'est Facebook. Fait que là, quand ton information vient de Meta, c'est ça, là. C'est très orienté selon ton algorithme qui va juste t'enrichir, de te nourrir de ce que tu as cliqué, puis tu manques une opportunité d'ouvrir tes œillères. Fait que je pense pas que les gens sont bien conscientisés. La masse n'est pas bien conscientisée. Un groupe de personnes très ciblées, bien conscientisées, prends tout le réseau là, qu'on va avoir là, au CQCD, tous les gens dans le commerce de détail, on peut avoir un discours semblable, on s'entretient là-dedans, on comprend, on avance là-dedans. Puis c'est un peu la même affaire, monsieur, madame, tout le monde, qui vont avoir X intérêt, qui vont quitter tel type de radio, qui n'écoutent pas radio de beaucoup, qui sont 100% podcast, oui. Fait qu'on est vraiment, vraiment segmenté. Fait que comment atteindre cette masse-là?
Ah, ça doit être tout qu'un défi d'être politicien, là, aujourd'hui. Non, puis on a dit, moi, je me posais la question parce qu'on avait cette réflexion puis t'as donné hier, mais là, c'est hier, ça sera pas diffusé peut-être dans l'ordre, mais hier, tu étais à Au Sommet, puis tu as eu un panel où tu parlais de la génération, la Gen Z, dans le fond. Ouais. Puis qui est, bon, je me souviens pas exactement de l'âge à Gen Z, mais c'est relativement, c'est 18... Oui, dans le fond, c'est le 17-28, là. Bon, 18-28 ans. Bon, 18-28 ans. Puis c'est une génération qui est pas toujours facile à rejoindre, justement, parce qu'elle est sur des médias différents de ceux auxquels on est habitué, elle a des attentes différentes. Puis même au niveau de l'achat local, ce qu'on voit, c'est que c'est pas nécessairement une génération chez qui le concept résonne beaucoup d'achat local. Puis on se questionne sur... Mais comment qu'on leur expose? Parce que, tu sais, on peut pas attendre que ça devienne important. Tu sais, il faut qu'on résonne avec cette génération-là. Puis, je suis curieuse de savoir un peu dans les échanges que vous avez eus, tu sais, est-ce que vous avez abordé, peut-être pas nécessairement la question de l'achat local, mais comment qu'on résonne avec la génération qui est plus jeune? Comment qu'on les rejoint? Qu'est-ce qui les engage? Bien, c'est pas une réponse donnée. Tu sais, c'est un segment, un canal. Ouais. Fait que c'est complexe, c'est pas. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je pense que, tu sais, la technologie nous permet, tu sais, de parler, de penser à ce concept-là, tu sais, un segment ou un canal ou différents canaux. Parce que, tu sais, souvent, on se dit, bon, en acquisition clientèle, on va créer 8 points de contact. Mais la Gen Z, c'est une population, s'ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont vraiment désensibilisés au contenu publicitaire. Ils sont surexposés de par les médias sociaux, de par les algorithmes et tout ça. Donc, ils vont se swiper extrêmement rapidement, puis ils ont une capacité de trier de l'information extrêmement rapidement, puis une capacité d'attention vraiment réduite. Puis là, c'est pas tout le monde, là, ça dépend du temps d'écran puis de la consommation, mais dans la majorité, là, c'est ce que je pense qu'on observe, c'est toute réserve. Fait que comment les rejoindre? Bien, c'est sûr que, tu sais, ils ont en commun que c'est une clientèle qui vont y aller selon leurs propres intérêts, qui sont habitués de se faire nourrir et entretenir leur idée, leur intérêt selon leur propre système de valeurs parce que les algorithmes sont faits comme ça. Fait qu'il faut les rejoindre là où ça leur parle, puis c'est clairement des segments. De manière générale, nous, quand on a fait nos sondages à l'interne, tu sais, sur toutes nos... Parce qu'on a vraiment beaucoup d'employés Gen Z de tous nos temps partiels, tu sais, fait que c'est 30% de nos employés. C'était un beau cadeau qu'ils nous ont fait, là. Ils ont vraiment été généreux, ils nous ont donné une belle réponse. J'ai pu faire des focus group aussi avec 2 groupes d'entre eux. Puis, tu sais, le premier souci quand vient le temps de choisir un produit, en premier lieu, de manière générale, pour eux, c'est le prix. Oui. Parce que ben, c'est une génération, pas tout le monde, là. Tu sais, parce qu'encore là, il y a des segments, il y a des Gen Z riches, il y en a. C'est clair. Mais en majorité, du moins mes employés, parce qu'ils travaillent. Il faut toujours bien qu'ils travaillent. Fait que, ça nous dit, puis c'est la majorité de la population. Donc, les finances, c'est un enjeu, tu sais, dans le sens, tu sais, tout coûte plus cher. Le logement, tu sais, on le voit, tu sais, je pense qu'il y a eu des reportages de certaines universités que des étudiants doivent demander l'aide alimentaire, puis qu'ils arrivent, ils peinent à trouver du logement. Tu sais, moi, quand j'étais au cégep, c'était pas une réalité... c'est différent. C'était différent. Tu sais, ça demeurait marginal. Les prêts et bourses, c'était suffisant pour un étudiant là, d'être capable de se loger puis de se nourrir, là, s'il gérait son budget. Donc, ça, tu le sens. La variété, le choix, puis d'avoir ils disent le brand qui me parle, qui me rejoint. Fait que là, c'était mitigé. Il y en a qui trippent beaucoup sur l'activité extérieure, le outdoor, tout ça. Fait qu'ils me nommaient leur marque préférée en conséquence. Il y en a qui me disaient, ben moi, j'aime beaucoup le fashion, telle personne, telle personnalité publique m'inspire beaucoup. Tu sais, la girl boss, tout ça. Donc, c'est très dispersé, mais eux, ils se font enrichir dans leurs algorithmes, tout ça. Donc, c'est comment tu peux aller les chercher dans leur segment en te voulant dire... ben est-ce qu'on a une réponse pour ton intérêt à toi? T'as-tu une réponse locale, plus écologique? Parce que l'aspect écologique, puis l'éco-anxiété existe chez la génération Z, mais c'est pas ce qui va venir en premier. Mais ça existe quand même. Fait que comment tu rajoutes ce facteur-là à l'intérieur de leurs intérêts déjà existants? Moi, c'est ça, je me dis, c'est tentaculaire, mon histoire, mais c'est la seule piste que je vois. Puis, tu sais, la complexité, puis là, j'interprète à partir d'un peu ce que tu disais, je me dis, tu sais, si on est tellement dans la personnalisation des algorithmes, parce que ton algorithme, même si on se ressemblait dans nos intérêts, sera peut-être très différent parce qu'on n'a pas cliqué sur une chose, peu importe. Fait que je me dis, tu sais, de tout conjuguer ça ensemble puis d'essayer de rejoindre ces gens-là, c'est pas facile, là. C'est pas facile, non. Mais t'as quand même des choses qui sont
très populaires qui vont atteindre la masse quand même, là. Tu sais, l'humour en est un. Oui, OK. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on a des indices puis des éléments aussi où ce qu'on peut aller bien chercher puis faire des bons coups par rapport à ça. Puis éduquer, tu sais, c'est des gens qui vont aimer s'éduquer, mais sur leur centre d'intérêt. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si l'économie locale, l'achat Ouais. local, tu sais, n'importe quel point de vue politique, c'est pas quelque chose qui résonne, on a une difficulté, là, tu sais, à On a parler par une. rapport à ça. Oui, hein? Ben, je pense qu'on a un défi. Tu sais, je sais pas si 100%. c'est une difficulté, mais je pense qu'on a un défi de mieux Oui. connecter avec cette génération-là parce que la planète, c'est la leur aussi. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... C'est ce qu'on leur lègue, tu c'est sais. ça. Ben ouais. Puis la planète, puis le contexte social, puis tout, Mm. tu sais, je me dis, c'est leur monde. Fait que leur consommation, elle est déjà importante dans cet écosystème-là. Ouais. Fait que bref, moi, ça me préoccupe pour le point de vue achat local parce Oui. que... Puis, C'est votre bref, bon, mission, tu sais, tout à vous, fait. c'est ça, vous devez faire Tout à fait. résonner, tu sais. Fait que ça... Est-ce que dans les magasins, c'est une clientèle qui vient chez vous? C'est très familial, dans le C'est fond? très familial. Ok. Ça, ils viennent chez nous, mais c'est pas la majorité. Tu sais, c'est 10% de mes ventes, puis fortement là-dedans, c'est la mère qui va faire les achats des fois, Oui. tu sais, pour, Oui, c'est oui. pour l'étudiant, tout ça, puis Je te qui le va lui confirme. apporter. Moi, j'y vais chez Modjock, là, puis c'est des madames. Et moi, puis d'autres. Absolument. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, on parle beaucoup à la maman, mais la Gen Z, c'est notre clientèle de demain. Fait que on Ouais. veut lui apporter ces trends-là, on veut lui faire comprendre que, ben, on a ce qu'elle désire, elle va rentrer chez nous, on va être capable, là, de s'habiller à Oui, 100%. c'est clair. Mais c'est normal qu'elle dérive. Tu sais, c'est normal qu'elle aille vers les brands, que, bon, l'émancipation corporelle, ou, tu sais, qu'il va relier Ouais. plus à ses intérêts parce qu'elle va en avoir. Tu sais, on en a qu'on conserve. Moi, j'ai des employés qui sont comme, hey, moi, tu sais, je m'identifie là-dedans. Mais après ça, tu sais, dans la Gen Z, tu sais, ça va jusqu'à 28 ans. Fait qu'une Gen Z, à partir du moment où, un Gen Z, à partir du moment où tu vas devenir parent, bien là, tout ton système puis ton mode de consommation, écoute, et c'est en quelques mois. Ton portefeuille change aussi. Ton portefeuille change, ta vision, tes intérêts, ton algorithme va changer. Boum! Puis là, c'est là qu'on arrive. Vous êtes basé au Lac-Saint-Jean. Oui. Vous avez plusieurs magasins dans la région. Oui, on en a 5. Fait que, est-ce que vous êtes une entreprise régionale? Oui, je pense qu'on est une entreprise régionale. Fait que c'est 5 sur 11. C'est 5 sur 11. OK. Mais, tu sais, on est une entreprise où les propriétaires, puis une bonne partie du siège social, tu sais, quand même, toutes les finances, l'administration, Ouais. tu sais, les décisions corporatives sont prises au Lac-Saint-Jean. OK. On sort souvent, là. On vient souvent à Montréal. Qu'est-ce que tu restes sans chez vous, là? Mais oui, on est une entreprise régionale. OK. Puis, c'est une question, dans les questions préparatoires pour le panel qu'on a fait à Hop, le sommet sur la génération Z, qui était là. Tu sais, comment, en fait, pour vous démarquer, malgré le fait que vous êtes une entreprise régionale? Puis là, j'ai fait malgré le fait. Puis là, je me suis dit, mais oui, mais je suis ben trop dedans. Moi, dans ma tête, je suis en région, mais je suis au Québec, puis je le vois pas, moi, cette Ouais. dissonance-là. Et j'ai dit, il faut que je pose la question, tu sais. C'est quoi la perception de l'entreprise régionale? Qu'est-ce que le monde en pense? Qu'est-ce que nos Gen Z à l'interne en pensent, entre autres? Puis j'ai posé la question. Tu sais, on a fait le sondage, puis là, on La question voyait... à qui? À tes employés? Oui, OK, aux OK. employés. Fait que, tu sais, OK. dans le fond, on a fait parvenir un sondage à tous nos employés qui étaient de la génération Z. OK. Fait qu'on a eu un super beau taux de réponse, là. OK. Puis là, on a vu que sur 5 étoiles, donc 5 étant, c'est un avantage, c'est vraiment génial. Puis 1 étant, ben c'est assez péjoratif, là, tu sais, ça vient diminuer l'expérience et l'image de marque. On avait une espèce de 3,5 OK. au niveau de l'image de marque. On s'est dit, OK. ah, ben là, il y a quelque chose là, c'est pas génial. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose. Ouais. Mais ouf, c'est pas Burke non plus. Fait que en focus group, j'ai fait 2 focus group avec deux échantillonnages différents de volontaires qui voulaient bien faire des focus group avec moi. Puis je lui posais les questions avec un sondage interactif, là, tu sais, les fameuses applications que tu lances. Ouais. tout ça. Puis j'ai reposé la question par rapport à l'image de marque. Donc, on revenait avec un 3,5 à peu près. Puis là, je disais, mais OK, pourquoi? Tu sais, là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Là. C'est comme moi, je suis là pour avoir du feedback. Là, let's go. Là, c'est vraiment le temps là, de nous dire la vraie chose. Puis, ça ressortait comme, ben, on sent qu'au niveau du marketing, au niveau du produit, on est là, mais pas tout à fait. C'est comme, on est toujours un petit peu en retard, on dirait. Fait qu'on dit, ah,
ça, on en prend bonne note parce que, C'est bien que les employés aient la transparence de ben, moi, de te le dire, là. ben, une de nos valeurs, c'est l'authenticité. Fait OK. que je le ramène souvent. J'étais comme, ben là, le feedback direct, mais tu sais, respectueux. Oui, non, on Tout s'entend. se dit, mais le feedback direct, hey, on est là pour ça, On la s'entend. gang, là, tu sais. Fait que j'étais comme excellent. Puis ça, je pense que, tu sais, on peut le percevoir sur certaines. Tu sais, c'est comme si tout notre contenu n'est pas égal. Tu sais, si dans nos médias télévisuels, les publicités, tu sais, qu'on va propulser à la télé, tu sais, que l'on produit, c'est une qualité comparative, vraiment, on vit quelque chose là. Mais quand on tombe sur tels médias sociaux, quand on tombe sur TikTok ou quand on tombe sur Facebook, ben s'il y a une dissonance, là. Fait que là, tu sais, nous, ça nous a aidé à se dire, ben ça va être quoi nos ajustements? Parce qu'on peut très bien arriver, là, on est en moyen. Fait que là, tu sais, ça nous a permis de cibler certaines ça. Puis là, j'ai reposé la question par rapport à votre perception par rapport à la relation employé-employeur, puis à votre expérience employée. Le fait que vous travaillez pour une compagnie régionale sur une échelle de 1 à 5. Puis là, c'est là où ce qu'on dépassait le 4 étoiles. OK. On disait, on a l'impression d'être proche de la famille. Il y a cette proximité-là. Tu sais, on a quand même 500 employés, là, tu sais. Puis moi, ces jeunes-là, tu sais, je les vois rarement personnellement. Tu sais, quand je vais faire les tournées des succursales pour partager la vision au magasin puis faire des groupes dans chacun des magasins, tu sais, j'ai pas beaucoup de Gen Z qui sont là parce que, ben c'est les soirs, les week-ends. Puis moi, j'ai des jeunes enfants. Fait que c'est rare que j'ai pris le temps de faire ça, malheureusement. Mais il était quand même... Tu sais, la relation qu'on a avec notre gestionnaire, tu sais, les valeurs qu'on a, tu sais, la bienveillance, l'authenticité, le plaisir, ils ont ce sentiment-là que ça vient d'une région. C'est comme si c'est réconfortant, puis c'est comme si c'était plus authentique parce que ça vient d'une région. Même s'ils sont pas dans la région. Même s'ils sont pas OK. dans la région. Puis je trouvais ça vraiment le fun d'entendre ça. Puis en même temps, je me dis, tu sais, une compagnie montréalaise pourrait très bien réussir à avoir ce feel-là. Là. Tu sais, c'est pas parce qu'on est en région qu'on a ce feeling-là, mais il y a peut-être une proximité, cette perception-là, là, tu sais, qu'on est capable de faire. Mais eux le nomment quand même. Oui, ils l'ont nommé. OK. Oui. Puis tu penses-tu que, disons qu'on posait la question aux clients qui ne sont pas nécessairement dans la région du Lac-Saint-Jean, il y aurait la perception que vous êtes une entreprise régionale? Ouais, je pense que ça se pourrait. Parce Ouais. que cette dissonance-là dans notre marketing, dans l'image OK. de marque, tout ça, mais pas tout le monde. Tu sais, je prends... tu sais, si tu n'es pas allé du tout sur nos médias ou tu n'as fait aucune recherche sur nous, puis tu es juste allé au magasin de Sainte-Thérèse ou du Plessis, tu sais, qui est ouvert en 2003 à Québec, OK. sur Duplessis à Sainte-Foy, tu sais, je pense que tu es comme... J'ai l'impression que la perception est... Wow, mais c'est bien intéressant, mais c'est qui eux? Tu sais, je pense pas qu'on a ce feel-là de région en boutique, ni juste sur le commerce en ligne, mais c'est quand tu compares toutes les plateformes ou certains styles de vêtements peut-être, parce qu'on dessert les régions, tu sais, puis pour vrai, là, c'est tu sais, d'une région à l'autre au Québec, ça s'habille pas tout à fait pareil. Ah, De plus en plus uniformisé, justement à cause des grandes tendances web, puis des trends, puis tout ça. Mais tu sais, moi, en 2011, quand j'achetais, là... Écoute, c'était assez disparate, là, tu sais, puis notre clientèle, tu sais, ses goûts régionaux dans ses bases et tout ça était quand même assez... Mais je veux des potins de région. Tu veux des potins de Oui. région, mais je les aime tellement, le monde de ma région. Ben, tu sais, si je prends notre clientèle plus contemporaine, tu sais, en région, on va rester un petit peu plus longtemps sur une tendance qui va avoir passé, peut-être, un petit peu plus, ouais, en ville ou même à Québec, là. Tu sais, ça va un petit peu plus rapidement, versus on va rester un petit peu plus dans notre confort, mais ça change. Tu sais, nous, quand tu venais chez Mochoc début 2010, tu te disais, c'est vraiment de la base, là. Tu sais, on est vraiment dans des basics, on a très peu de trends. On en avait un petit peu, mais là, tu sais, c'est beaucoup plus égal, tu sais. OK. Donc, tu sais, dans nos vêtements, principalement dans la femme, parce que c'est 50 de ma business, même si j'ai tout ce qu'il vous faut pour tous vos enfants, là. C'est 50 de ma business à peu près. Le département de la femme, puis à l'intérieur de ça, j'ai ma contemporaine, tu sais, qui est à peu près 30 de mes ventes, là. OK. Puis elle, tu sais, elle va être plus conventionnelle, mais là, il y a des trends, là, aussi, qui évoluent un petit peu plus rapidement dans la contemporaine, chose qu'on voyait pas avant. Mais ça, on a tellement vendu des T-shirts longs avec un imprimé de Paris, avec des rhinestones dessus. Pour vrai? Ah, j'en ai vendu, là, Quand je l'ai. 20 ans. Puis c'est ça, mais c'est resté, c'est parce que des fois, tu sais, tu sais, puis là, ça revient, puis là, ça va, mais c'est parce que c'est resté dans mes boutiques, là. Tu sais, moi, j'étais jeune, là, j'étais au primaire, puis ça avait pas bougé, tu sais.
Versus, là, c'est souvent ça repart puis ça vient. Là, le ringstone, je te parle de ringstone, mais là, ça revient. Là, il y en a partout, là. Fait que c'est parfait, là. Il y en a partout, 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 partout. Mais ce modèle-là, là, écoute, c'est incroyable, là, tu sais, c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, l'homme contemporain aussi, mon monsieur, là, tu sais, souvent les vêtements très... qui a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de print, beaucoup de... tu sais, là, tu sais, avec, tu sais, même de la texture, là, tu sais, un petit suède imprimé, pas un suède, un petit... Ben, on appelle ça du flocking, là, mais le terme en français, ce serait un micro-velours appliqué, là. Courroie? Ouais, non, le contour, ça, c'est vraiment le textile, mais tu sais, beaucoup d'informations dans l'imprimé. Tu sais, ça, on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup ça en région. Puis je le vendais pas beaucoup. Tu sais, Montréal-Saint-Thérèse, ça sort pas beaucoup. Mais là, tu vois, tu sais, il y a beaucoup de brands, des jeans, tout ça, ça revient à moi. OK. C'est juste jamais parti, tu sais. OK. Ouais, c'est des exemples de potins. OK, bien, c'est correct. Mais je reste polie parce que... Puis c'est important parce que j'ai pas de jugement. Moi, je suis comme... Tu sais, une de nos valeurs, c'est l'authenticité, puis on a de la variété. Fait que c'est comme, hey, tu t'habilles toujours bien comme tu le veux. Moi, l'important, c'est que je veux avoir le morceau que tu souhaites porter, là. T'es parfaite, tu sais. Ah, c'est beau. Puis, tantôt, je veux savoir le défi, dans le fond, parce que, bon, vous êtes plus présent dans la région, c'est clair, mais tu descends dans le centre du Québec, par aussi ton commerce en ligne. Mais ça représente quel pourcentage de tes ventes, ton commerce en ligne? Bien, le commerce en ligne, nous autres, on est un petit peu moins de 10 parce que, tu sais, puis on l'a déjà topé dans le passé. Puis là, bien évidemment, quand on a eu la COVID, tu sais, là, ces années-là, écoute, ça a sauvé notre chiffre d'affaires au grand complet, qu'on était super chanceux. Fait que, tu sais, ça a fluctué vraiment beaucoup dans le temps. La différence quand on a eu la COVID versus là, c'est, tu sais, au niveau opérationnel, le focus, c'était à 100 à shipper en ligne. Fait que ce qu'on recevait, on s'organisait, tu sais, dans nos succursales participantes, là, qui étaient devenues des hubs. Nos magasins étaient fermés. Mes magasins qui shippaient les commandes puis qui faisaient la complétion de commandes, j'avais des palettes sur le plancher. On avait fait des allées sécuritaires, là, tout ça, avec le petit masque puis le petit... mais, tu sais, c'était des palettes partout dans mes magasins, tout ouvert. Tu sais, tout était devenu entrepôt. Tu sais, avec une logistique de les meilleurs vendeurs sur le bord, puis tout, puis tu sais. Fait qu'on était 100% dédiés, puis c'était le seul canal de vente pendant bien, bien longtemps. Fait que, tu sais, puis là, il y a des régions qui ouvraient, des régions qui fermaient, tu sais, c'était pas égal. Le Nouveau-Brunswick qui était resté fermé beaucoup plus longtemps, puis le moratoire, tu sais, pour pouvoir rentrer, écoute, on a été 1 an sans pouvoir aller voir ce magasin-là. Je me souviens pas de ça, on dirait que le Nouveau-Brunswick, c'était plus sévère. Fait que là, tu sais, on a vu la capacité de la machine. Ça, c'est sûr et certain, mais c'est une machine improvisée, tout ça. Puis là, quand tu opères 11 succursales, c'est plus facile de mesurer ton profit boutique, de donner des objectifs rentabilité, de coût d'opération à chacun de tes succursales, tes ventes par heure. Tu sais, nous autres, on a un système où le leader de vente a des objectifs, ton leader d'opération. Dans le magasin, tu as des gestionnaires qui vont faire équipe, qui vont gérer les opérations au quotidien. Fait qu'on mesure ça. Beaucoup d'efforts est mis là-dedans. Bon, tu sais, pour atteindre la rentabilité de base. Puis dans le web, mais opérationnellement parlant, j'ai pas un gros hub central, un entrepôt central, automatique ou quoi que ce soit. On est split shipment. Fait qu'on a un OMS qui, de manière intelligente, vont, tu sais, attribuer la commande, diriger la commande selon des règles d'affaires. Je comprends. Puis là, ben c'est là où, opérationnellement parlant, on a beaucoup de pieds carrés, puis on atteint une limite. Puis là, c'est important. Fait que là, on est dans cette période-là de réévaluer pour se dire, ben si je veux doubler mon chiffre d'affaires en ligne, tu sais, là, tu sais, je suis pas à 10 à l'entrepôt. Ouais, mais tu sais, mais je veux le doubler, ça. Ça, je veux le doubler. Tu sais, d'ici 3 ans, ben je suis rendue à faire des moves. Fait que sans être 100% centralisé, c'est comment on y arrive, ça, de manière intelligente. Parce que, tu sais, tu sais, le commerce en ligne, là, tu sais, ça a une longue historique maintenant, puis il y a plein de business cases, puis c'est le fun de voir ça. Fait qu'on a l'opportunité de pouvoir s'inspirer, puis dans une restriction budgétaire, tu sais, qui est quand même importante à avoir dans un contexte économique incertain, mais comment on va réussir à doubler nos ventes en ligne avec presque ce que l'on... Dans 3 ans. Oui, c'est ça. Puis là, on a ce défi-là, puis il faut être super créatif, on est super content, puis on va y arriver. Je le sais qu'on va y arriver. Fait que là, ça me fait un super beau pont pour la vision d'avenir. Là, tu me dis doubler les ventes en ligne dans les 3 prochains. Est-ce que vous avez des visions d'expansion? Est-ce que tu peux m'en parler? Je peux t'en parler. OK. On a vraiment comme objectif d'affaires 0-3 ans de conquérir au moins 2 nouveaux territoires. Fait que... Définis territoire? Ben, une MRC? Oui, c'est ça. OK. Genre clientèle. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais...
Donc, je suis vraiment beaucoup là-dessus. Mon plus gros défi, c'est au pied carré que l'on a, c'est d'essayer d'atteindre mon seuil de rentabilité dans ma négociation de bail. Parce que ce sont des grands magasins. Oui, c'est des grands magasins. Ouais. Tu sais, autant Moncton, on a 40 000 pieds carrés. Donc là, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on veut renouveler. Je pense que tous les détaillants sont en train d'essayer de faire plus avec moins. Puis c'est absolument intelligent. Mais tu sais, les coûts des loyers, c'est complètement déraisonnable. Puis j'ai toujours de la misère à comprendre comment tel détaillant ou tel détaillant atteint un seuil de rentabilité boutique avec les loyers qu'il y a là. Moi, je suis comme, c'est fou. Fait que, tu sais, je lâche pas le morceau. Puis tu sais, quand je négocie, ça peut prendre 4 ans, là. Tu sais, parce que, tu sais, depuis 2011, on a ouvert 5 magasins. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'ai une moyenne de 2 ans là, de négociation de bail, même au renouvellement. Mais on y arrive. C'est-tu classique dans le... Peut-être, probablement. Parce que c'est la première fois que je discute de négociation de bail commercial avec quelqu'un, puis ça me surprend. Fait que ma question, c'est, est-ce la norme? Peut-être, probablement. Je sais pas. C'est sûr que, tu sais, on se bat. Notre mission, c'est de contribuer au bien-être des familles en leur offrant, tu sais, le meilleur rapport qualité-prix. Fait que c'est sûr que ça transcende aussi partout. On va négocier tout ce que l'on fait, on va le négocier. Puis on va le négocier pas pour manger les bas de personne, mais si quelqu'un ose nous donner un prix, c'est parce qu'on considère qu'il est capable de le faire puis qu'il va y arriver. Fait que ton seuil de rentabilité boutique, quand tu calcules ta rentabilité, c'est super important. Puis nous, on est une entreprise, on est une entreprise privée, mais on est une entreprise humble qui réinvestissons dans leur entreprise puis qui veut réinvestir dans ses employés, tu sais, qu'on a le saut concile vie, qu'on veut toujours bonifier, tu sais, les avantages qu'on va donner. Moi, c'est l'ambition du board. Fait que quand je négocie avec les bailleurs, pour moi, c'est important d'avoir ce feel-là. Puis c'est comme, j'ai-tu ce partenariat-là avec toi? Ouais. Une des premières choses qu'on a fait, nous, quand la COVID est tombée, puis qu'on s'est dit, OK, là, on va fermer les magasins. Puis là, les loyers, mais ça te coûte cher. Puis là, on a-tu l'argent qui va rentrer? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis ça vient de mon père. Il a dit, là, on va appeler tous nos propriétaires. Puis on va lui dire qu'on va continuer à payer nos loyers. Parce que c'est pas vrai, on s'engage avec eux autres, puis c'est pas vrai qu'on va les laisser tomber, puis tu vas voir, on va s'arranger parce qu'on est en bonne posture, puis c'est pour ça qu'on a des bonnes finances, pour passer des crises de main. Fait que c'est ça qu'on a fait. Fait que ça, c'est le genre de locataire qu'on est. Tes propriétaires, ils ont dû trouver ça particulièrement loyal, courageux, fort. Je pense que dans cette semaine-là, c'est un appel qui leur a fait du bien. Ben c'est clair. Parce que tout le monde les appelait pour lui dire... Pour le contraire. Le contraire. Ben oui. T'sais. Puis c'est pareil avec nos fournisseurs, c'est pareil. On va prendre des décisions d'affaires qui, des fois, on va aller au meilleur rapport qualité-prix. Fait qu'on n'a pas d'exclusivité ou on n'a pas de... tu sais, je ne vais jamais signer d'entente d'exclusivité, tu sais, avec... peut-être pour une image de marque ou des choses, très, très, très court dans le temps, mais tu sais, on est quand même, tu sais, une fois qu'on est marié avec quelqu'un, tu sais, c'est important. On reste avec. On reste avec, on est authentique, on est bienveillant, on est fidèle. Puis le jour où je ne payerai pas un loyer, puis j'espère que ça ne m'arrivera jamais, ça ne nous est jamais arrivé, mais c'est parce qu'on était vraiment pas capable. T'sais. Puis dans tes négociations qui durent entre 2 et 4 ans, si je comprends bien, je suppose que c'est comme un contrat de mariage, puis dire je suis mieux de bien la connaître, elle, avant de signer mon contrat, parce que... Oui, bien là, tu sais, il y a tout ça, là, tu sais, eux apprennent à très, très bien nous connaître dans ces processus-là. Il y a nous, peut-être, des fois, tu sais, le service, tout ça. Fait que, mais on est quand même chanceux parce qu'on a notre propre compagnie de gestion immobilière aussi, tu sais, dans nos rêves, on aurait tous nos bâtiments, on ferait tous nos développements de nous-mêmes, mais c'est pas la réalité, tu sais, il y a des secteurs qui sont vraiment saturés, ou est-ce que c'est des gros joueurs qui ont des excellents spots, des bons prime spots. C'est des discussions qu'il faut avoir avec eux. Puis eux, ils ont des enjeux de rentabilité, mais des fois, il n'y a rien à faire parce que c'est des énormes corporations, ils ont des objectifs de rentabilité au pied carré. Mm-hmm. Puis c'est pas tant que dans le modèle d'affaires, ils n'y arriveraient pas à me donner mon prix, c'est juste... Les décisions sont pas comme telles, c'est ça et c'est tout. T'sais. Puis ça a-tu évolué, ça, depuis? Est-ce que la COVID a eu un impact là-dessus, sur les... Ça varie. Ouais. Ça varie. Ça varie. Je pense que, tu sais, comme nous, on a nos valeurs, notre modèle d'affaires, puis une manière de faire les choses. Je pense que les propriétaires aussi. Mais c'est sûr que je les invite toujours à... Je pense aimer ça. Je les invite toujours à viser la loyauté versus la rentabilité court terme, mais c'est pas comme ça que le financement, dans l'immobilier, c'est sûr que c'est comme... Tu sais, les gros coups vite te permettent de réinvestir puis de grossir et de ci et de ça. Fait que ça dépend. Je comprends. Fait que moi, j'ai envie de te demander,
Ben nous, on collabore ensemble depuis quelques mois, années, Ouais, pour peut-être un an, à ouais. peu près un an. Puis on a mis en valeur, tu sais, le conçu sur les produits qui sont conçus au Québec. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider davantage? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider davantage? Ben là, déjà, les campagnes de communication que vous faites, c'est vraiment génial. La tribune qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment super. Tu sais, fait que je pense que la visibilité puis l'exposure que OK. vous faites, tu sais, de continuer dans ce chemin-là puis de renforcer ça, c'est une grande aide aussi. Puis de OK. démystifier aussi, tu sais, je pense qu'il y a un bel effort dans le branding de démystifier qu'est-ce qui est conçu au Québec, fabriqué au Québec, la différenciation aussi. De, tu sais, des fois, c'est, tu sais, parce que on impose souvent aujourd'hui, tu sais, c'est blanc ou c'est noir, on est parfait où on n'est pas bon du tout, mais il y a cette notion-là de gradation de qu'est-ce qui est un meilleur choix, tu sais. Mhm. Qu'est-ce Tout qui à est un fait. meilleur choix selon ta réalité, tu sais. Tout à fait. Donc, puis ça, c'est beau. Puis ça, de continuer à renforcer ce message-là, je pense que c'est important. Tu penses-tu que, tantôt on parlait de Gen Z, mais ma question va être peut-être plus large que cette génération-là. Tu sais, nous, on a tendance à vouloir vraiment démontrer l'impact de l'achat local. Tu sais, qu'est-ce que ça représente? Mm. Tu penses-tu que ça intéresse les gens de comprendre, tu sais, quand on achète local, voici l'impact. Si toi, tu achètes plus, ou tu sais, c'est plus moralisateur, puis c'est un axe qu'on ne devrait pas prendre. L'axe moralisateur, c'est sûr qu'avec les Gen Z, je pense que ça ne fonctionne Je pas. suis d'accord. Ça ne fonctionne pas. Il faut être inspirationnel. Mhm. Il faut les inspirer. Puis fait que là, ma clé, c'est de trouver comment je démontre l'impact en inspirant. En fait, tu sais, on peut, tu sais, dans l'éducation, on peut montrer des conséquences à impact. Tu sais, quand tu vois les sites d'enfouissement, tu Mhm. vois les océans pollués de tous les vêtements, si on était capable de mesurer le taux de pollution qui sort d'une trappe de sécheuse, de microplastiques dans l'air, tu sais, ce genre de choses-là, je pense que c'est des choses à impact, que c'est pas moralisateur. C'est, je te présente un fait. Mhm. Il faut faire attention à la manière dont on le présente. C'est comme, hein, tu sais, tu mets ton polyester dans la sécheuse, tu es un monstre, tu sais. Puis personne ne veut le présenter comme ça, mais de dire, tu sais, ton polyester volatile, de basse qualité, qui va se dégrader dans... Tu sais, comment t'éduques, puis comment tu l'orientes à faire un choix intelligent de manière aspirationnelle. Penses-tu que la démonstration d'impact est plus percutante au niveau environnemental ou économique? Environnemental. C'est Oui. parce que ce qui arrive, c'est que j'ai comme l'impression, puis tu sais, moi, c'est une perception, là. Oui, oui, on est dans la On perception. a la Tout à fait. perception. J'ai comme la perception que c'est éphémère. Tu sais, parce que le sentiment de culpabilité, on le ressent tout, hein. Ouais. S- Par rapport à l'achat? Ben, par rapport à plein d'affaires. Ah oui, Tu sais, oui, si tu tout à prends ton fait. sentiment de Tout à fait. culpabilité, tu le ressens tout, mais pas 100% du temps dans ton cœur. Tu sais, c'est des moments. Ouais. C'est des moments ponctuels. Tu es exposé à quelque chose, je me sens coupable. Ton enfant pleure avant que tu partes de la garderie, tu te sens coupable. Hum. Tu restes à la maison parce que ton enfant est malade, mais tu avais un meeting important, tu te sens coupable. Tu vois un reportage sur toute la surconsommation, tu te sens coupable d'avoir un panier en ligne que tu viens d'acheter puis que tu attends ta grosse commande, tu sais. Mais ça passe parce qu'à un moment donné, tu as d'autres émotions. Tu ouvres ton paquet, tu as une euphorie parce que tu es content. Hum. Tu sais, on navigue à travers ces paradigmes-là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est quand tu as l'impact, quand tu as l'émotion, comment tu fais un shift, tu sais. Fait que, Tu penses-tu que c'est l'impact personnel ou l'impact collectif qui ferait la différence? Encore, on est dans la perception ici, là. ben, tu sais, il faut que le résultat vienne du collectif parce que sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais c'est ça, tu sais, les Gen Z, tu sais, ils sont plutôt isolés. Tu sais, j'ai l'impression que c'est une génération qui est plutôt isolée dans leur algorithme devant l'écran, Mhm. qui reste dans la même mentalité. Fait que là, on doit trouver le moyen de personnellement créer un impact, puis de créer l'opportunité qu'ils puissent faire ce shift-là. Tu sais, tu sais, dans les consommations d'achat, là, pour eux, là, la fluidité, la facilité transactionnelle est vraiment importante. Mhm. Tout à fait. Fait que, tu sais, t'as un fait, t'as un impact, mais t'as une solution fluide, facile. Qu'est-ce que je te souhaite, moi, pour la prochaine année, les prochaines années? Hey! Écoute, qu'est-ce qu'on nous souhaite? On nous souhaite, évidemment, je pense, une économie
je pense que de l'incertitude politique, ça, c'est quasiment impossible, là, mais on nous souhaite une économie toujours croissante. Je pense qu'on nous souhaite que la clientèle ait plus d'air, plus de moyens. Après ça, ben, je pense du succès. Du succès dans nos affaires, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Oui. À réussir à faire nos projets, ouais. Ben ça, je suis pas inquiète pour toi. Je te remercie beaucoup, Dani. Ah, j'ai un cadeau pour toi avant. Je donne toujours un produit québécois à tous les visiteurs. Là, c'est pas... je connais pas ton... Non! C'est ça, je t'ai pas dit! C'est plus une découverte. Moi, je le savais pas à la base que Cetaphil, c'est un produit qui était québécois. Moi non plus. Ben, c'est ça. Fait que je trouve que c'est un nettoyant de peau super. Fait que si je peux te le faire découvrir, tant mieux. Je peux te faire découvrir que c'est un produit québécois, ben, tant mieux aussi. C'est mon nettoyant de l'adolescence. Quand j'étais préadolescente, j'avais le Cetaphil à la maison. Tu me ramènes à mes racines. Merci. C'est québécois, génial. C'est québécois. C'est fait à Bédurfé, je pense. En tout cas, là, à Montréal, dans l'Ouest. Là, je suis pas certaine, je suis passée devant l'autre fois. Donc, oui, fabriqué au Québec. Et donc, merci beaucoup, hein, Jessica, pour ta générosité. C'est super l'entretien. Puis, je te souhaite tout ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, mais dont tu as besoin. Ah, merci. Puis, bonne continuation. Puis, merci pour tout ce que vous faites. Ben, merci à toi. Je pense que c'est important. Puis, on est chanceux et content. Hey, super. Être partenaire. Super. Merci. Merci à toi.